Mercredi 28 septembre, amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision STV. Comme chaque mercredi soir, c'est la nuit du sport. Décidément, la situation reste tendue entre la Fédération camerounaise de football et l'équipementier, le coq sportif. Dans un courrier largement relayé sur les réseaux sociaux ce mercredi, l'équipementier français affirme qu'il n'y a pas eu conciliation possible entre la FECAFOOT pour le moment et que la procédure juridique suit son cours puisque la FECAFOOT maintient sa position de rupture de contrat. Le PDG et Yannick Noah soutiennent les Lions indomptables, a-t-on précisé dans ce courrier. Alors, la page du coq sportif est-elle définitivement tournée, comme l'avait annoncé le responsable de la communication de la FECAFOOT il y a quelques jours? Nous poserons la question à nos différents invités dans la seconde partie de ce magazine, notamment consacré au débat. Il sera alors question, au-delà de la problématique liée à l'équipementier, de parler foot sur le terrain avec les analystes, des supporters et techniciens des deux défaites du Cameroun dans le cadre des deux matchs de préparation du mondial Qatar 2022. C'était contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Quelles sont les grandes leçons à tirer à moins de 2 mois du début de cette compétition? Au vu de ces deux rencontres, qui pourrait, selon vous, avoir déjà sa place assurée au Qatar? La problématique est au menu de débat et juste après, on va s'intéresser aux préparatifs de la prochaine saison sportive de foot prévue en octobre, préparatifs des championnats Elite 1 et Elite 2, Ballon d'Or, où en est-on? Ce sera la seconde problématique ce mercredi. Mais avant la pause actu ce soir, va nous permettre d'évoquer des sujets assez importants comme l'engagement du Cameroun actuellement dans le championnat du monde de volleyball dames qui se joue en Pologne et en Hollande. On espère également avoir le footballeur international Framboya depuis la Belgique pour avoir ses nouvelles, ainsi évidemment que son regard aussi par rapport à l'actualité du Cameroun en ce moment. Jean-Baptiste Biaé depuis Garoua, c'est le directeur de communication du cyclisme. Il sera également avec nous tout à l'heure dans cette émission. Voilà un tout petit peu pour le menu de ce soir. Nos invités en plateau sont déjà là. Timothée Makongo, ancien Lion indomptable. Maxime, bonsoir. Bonsoir Makeda, bonsoir aux co-panélistes que je suis retrouvé avec plaisir. Et je voudrais dire bonsoir, je vais saisir l'occasion pour dire bonsoir à mon arrière-petit-fils, un surdoué de la nouvelle génération, arrière-petit-fils, Ilan Gagne Seke. Oui. C'est parce qu'il me regarde en ce moment, c'est pour ça que je lui dis bon anniversaire. Merci Timothée. Également en plateau, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons pour la première fois Claubert Yampan. Il est journaliste sportif basé surtout du côté de l'Allemagne, je pense, Claubert. Vous avez tout vrai. Voilà, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir fait l'amitié d'une invitation. Voilà. Comment ça se passe votre séjour à Douala? Il fait trop chaud ou pas? Non, ça va. Il pleut plus. Il pleut plus ces derniers jours. Et voilà, en dehors des embouteillages, on tient le coup. Vous savez bien qu'il y avait quelque chose. Valérie Ngassapi, le vice-président de l'Union sportive de Douala, est avec nous ce soir. Pour la première fois également, Valérie. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir Makeda, c'est un plaisir pour moi d'être là. C'est la première fois justement. Et puis bonsoir à tous mes co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment va les Nassara? Les Nassara Kamaka, ils vont très bien. D'accord. Et on en parlera tout à l'heure. D'accord. Et notre consultant sportif, Yvan Kamouai, avec nous ce soir. Yvan, bonsoir. Salut Lydie, salut aux autres copanélistes, le doyen Timothée Makongo, Colbert Yompa avec qui je partage un deuxième plateau. Ah d'accord. Pour cette journée. Et salut aux millions de téléspectateurs de Spectrum Télévision. En tout cas, merci d'être avec nous. Et évidemment, nous sommes heureux de savoir que les Nassara Kamaka vont bien. À quelques semaines du coup d'envoi du championnat national MTN, que ce soit Elite 1 ou Elite 2. On va en parler de toute façon tout à l'heure. La pause actu ce soir, en attendant peut-être d'avoir Framboya au téléphone d'un moment à l'autre. On va rapidement s'intéresser avec Landry Ossard qui est à la réalisation ce soir aux préparatifs de l'équipe du Cameroun
qui donc prépare actuellement les qualificatifs pour les qualifications de la CAN 2022 de rugby à 15 dames. Voilà, mais on nous signale qu'avant, on va accueillir Franck Boya au téléphone depuis la Belgique. Franck, bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous êtes en direct dans la Nuit du Sport sur Spectrum Télévision, émettant depuis Douala, une ville que vous connaissez très bien ici au Cameroun. Comment allez-vous, Franck? Je vais bien, merci. J'espère que c'est le cas de votre côté. Oui, c'est effectivement le cas. Alors, vous êtes actuellement sociétaire de la formation de Saint-Tron, j'espère que je prononce bien. C'est un club de foot qui évolue au sein de la Jupiter Pro League du côté du championnat de Belgique. Comment est-ce que s'est passé justement votre arrivée, Franck, et votre intégration au sein de cette formation? Mon arrivée s'est très bien déroulée dans le sens où le coach qui m'a attelé à ce que je vienne à Saint-Tron. Donc maintenant, aujourd'hui, dès mon arrivée, mes coéquipiers m'ont très bien accueilli, que ce soit tout le monde qui travaille pour le club, le staff technique, administratif, médical. Et maintenant, je pense que du jour où nous sommes aujourd'hui, je me sens très bien. J'ai participé à tous les matchs du championnat. Donc, je pense que les résultats peuvent être meilleurs, mais je pense qu'on continue de travailler pour pouvoir avoir un plus. J'allais justement demander comment est-ce que se comporte globalement le club. Hein. D'après les informations que nous avons pu avoir, le championnat a quand même franchi déjà sa 9e journée. Ouais, tout se passe bien, mais comme je l'ai dit, il faut toujours vouloir plus. Je pense que si on était un peu plus concentré, on pouvait avoir une meilleure position qu'on a aujourd'hui. Donc, mais le championnat n'est pas encore fini, on continue de travailler pour. D'accord. Peut-être avant de continuer, c'est pas une conférence de presse, c'est vrai, mais on a quand même des journalistes et des consultants sportifs ici en plateau franc. Peut-être Claubert, qui est beaucoup plus axé sur l'actualité internationale, justement. Vous avez dit quelque chose, Claubert? Oui, je veux dire que Franck, normalement, a failli jouer en Allemagne. Quand il est transféré du Cameroun, c'est pour le club cousin du Bayern de Munich. 1860, mais il est directement prêté en Belgique. Ce que je voulais lui demander, c'est qu'en suivant l'actualité des Lions, est-ce qu'il a perdu l'espoir de participer à la Coupe du Monde au Qatar? Non, perdre espoir, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas été sélectionné, mais perdre espoir, ça ne fait pas partie du vocabulaire d'un Lion. Donc un Lion reste un Lion à vie, donc pour l'instant, il faut juste continuer de travailler et puis continuer d'aligner de bonnes performances en club. Et j'espère par la grâce de Dieu être sélectionné dans les plus belles délais. Et quand vous avez regardé les 2 matchs des Lions en terre asiatique, quel bilan vous en avez fait? Je pense que le premier match il a été difficile. Donc je pense aussi que c'est normal vu le changement de climat et tout. Et puis le voyage il a été très long, il fallait immédiatement se mettre dans le bain. Les mecs ils ont pu faire ce qu'ils avaient à faire, mais ça ne s'est pas très bien passé. Et le deuxième match, je pense qu'on a été meilleur dans l'ensemble, dans le sens où tous les mecs ils étaient au taquet. Donc je pense que cette équipe coréenne a eu plus de difficultés que lors du premier match face à l'Ouzbékistan. Et je pense qu'il faut continuer de travailler et rester concentré. Même les plus grandes nations de football aujourd'hui éprouvent des difficultés. Il ne faut pas se le mentir. Donc maintenant, au Cameroun, on est à 2 mois de la Coupe du Monde. Il faut continuer de travailler et peaufiner toutes ces ans pour pouvoir être prêt. Une dernière pour sortir. Lorsqu'on est un professionnel comme vous, Camerounais comme vous, sportif de haut niveau comme vous, potentiel candidat à une place dans les Lions, quel est le sentiment qui vous anime quand vous regardez le match de vos coéquipiers? Le sentiment de se dire il faut qu'il fasse mal pour que j'ai la chance de revenir, ou alors vous vous dites je suis Camerounais et vivement qu'il le fasse très bien? Non, même si on dit qu'il faut qu'il fasse mal, ça c'est Dieu qui décide. Tu as beau prier ou quoi que ce soit, que tout se passe mal, si Dieu a décidé que tout se passera bien, les choses iront dans le bon sens. Mais maintenant, il ne faut pas commencer à penser que mon coéquipier ou bien celui qui est à ma place doit mal faire pour pouvoir être appelé. Ça, les décisions reviennent au sélectionneur. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de continuer d'aligner de très bonnes performances tous les week-ends. Et je pense qu'au vu de la Coupe du Monde, le sélectionneur aura des choix à faire et je pense qu'il faut juste être prêt. Au jour, il faudra qu'il prenne des décisions pour pouvoir aller en Coupe du Monde.
Forcément, Yvan va réagir. Alors, Franck, on va peut-être rappeler que vous êtes champion d'Afrique 2017 avec l'équipe nationale du Cameroun. Entre-temps, est-ce que, au vu un peu de l'évolution de l'actualité du football, au niveau des Lions évidemment, est-ce que vous avez eu quand même quelques contacts avec le staff technique entre-temps ou pas? Non, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de contact avec le staff technique. Donc, depuis mes catégories jeunes jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de contact avec le staff technique. Donc, maintenant, mais après, je pense que s'il est sélectionné aujourd'hui, ça veut dire qu'il garde un œil sur tous les footballeurs qui jouent, que ce soit à l'étranger, que ce soit sur le territoire camerounais. Donc, il faut juste être prêt et je pense qu'il aura des choix à faire. Yvan? Oui, moi j'ai une question que j'aimerais poser à Franck Bouya. Lydie, tu as rappelé tout à l'heure qu'il est champion d'Afrique 2017. Et à l'époque, on le présentait comme étant une des fines fleurs, l'avenir de ce milieu de terrain camerounais. Et on faisait beaucoup de rapprochement avec Stéphane Biya, qui lui était beaucoup plus sur la sortie. Moi j'ai envie de lui demander, qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et 2022 aujourd'hui? Ça fait pratiquement 6 ans en janvier prochain qu'il avait été de cette expédition victorieuse au Gabon. Mais on a l'impression que sa carrière a tardé véritablement à décoller. Colbert a rappelé tout à l'heure qu'il était transféré pour l'Allemagne, mais il a été prêté en Belgique. Il a connu quelques prêts dans sa carrière. Qu'est-ce qui, selon vous, explique le fait que jusqu'ici, les attentes qui avaient été placées en vous au niveau de votre carrière, ce ne soit pas encore le résultat escompté? Oui. Je pense que ça fait 5 ans que je suis professionnel. Donc, la première année, lorsque j'ai été prêté en Belgique, n'a pas été facile dans le sens où j'ai été blessé 3 fois de suite, où j'ai eu 3 déchirures. Il a fallu se soigner, revenir vite au niveau. Et la deuxième saison, elle a été extraordinaire parce que je me rappelle, j'ai été la révélation de la saison en Jupiler. Mais je pense qu'en ce moment-là, peut-être, les sélectionneurs n'avaient pas besoin de footballeurs qui jouent en Jupiler Pro League. Et la deuxième année, j'ai confirmé où j'ai pu signer au Royal Antwerp, où j'ai fait une deuxième grosse saison. Et je pense que aussi en ce moment-là, les sélectionnés n'avaient pas besoin de joueurs qui jouent en Jupiler Pro League parce que j'ai pas eu de contact pratiquement. Et l'année d'après, quand j'arrive à l'Antwerp, je n'ai pas beaucoup joué en championnat. Je joue beaucoup plus en Europa League, chose qui est curieuse parce que normalement, on est censé dire que l'Europa League est plus élevée que le championnat. Mais je ne jouais pas en championnat, je jouais qu'en Europa League. Donc après, je n'ai pas toujours eu de contact avec les sélectionneurs ou qui que ce soit. Donc maintenant, après, comme j'ai toujours dit, moi, mon espoir ou bien ma croyance en revenant au sein de la tanière ne changera jamais. Parce qu'un lion reste lion, comme je l'ai dit. Ma carrière, pour moi, elle est linéaire. Maintenant, je pense qu'au moment où il fallait être en sélection, où j'étais au plus haut niveau de ma meilleure forme. Avant cette année encore, où tout se passe bien, les sélectionnés n'avaient pas besoin de joueurs qui évoluent en Jupiler Pro League. Mais je pense qu'au vu d'aujourd'hui, tout a changé parce que le football il est développé maintenant. On le voit à la preuve avec toutes les grosses peintures. Cette année, on avait beaucoup de grosses peintures qui ont signé en Jupiler Pro League, donc c'est plus développé. Et j'espère par la grâce de Dieu que j'aurai ma chance. Timothée? Oui, disons que Yvan et Vincent ont posé des questions essentielles. J'admire beaucoup la simplicité de ces explications et puis la franchise de ces explications. Bon, c'est vraiment un modèle, mais peut-être qu'il faudrait peut-être qu'on évite que ceux qui nous écoutent, qui l'écoutent, évitent de penser que les sélectionneurs l'ont négligé. Nous avons un vivier, vraiment ça dit qu'un panier, une pléiade de joueurs de bon niveau et à tous les compartiments. C'est pas facile pour qu'un entraîneur ou un sélectionneur fasse ses choix définitifs. Mais ça, c'est un autre débat, on va y revenir tout à l'heure. Mais j'admire beaucoup... Mais c'est normal qu'il ait l'ambition quand même. Oui, mais non, tu sais, quand Yvan l'a rappelé, j'avais oublié complètement que c'est vrai, il était parmi les joueurs en vue à la CAN 2017 au Gabon. C'était vraiment une fine fleur. C'est un gars qui était vraiment en vue. Et on l'a oublié presque. Moi, je l'avais oublié. C'est vrai, c'est-à-dire qu'on l'a oublié, mais là, il parle de son évolution. C'est quelque chose c'est un rappel qui est très bien et on se rend compte,
il a dit il fait tous les matchs. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui potentiellement peut être sur le Cameroun. C'est un milieu de terrain. C'est un milieu de terrain. Timothée Makongo, vous êtes un ancien footballeur, vous connaissez très bien le foot. Comment est-ce que vous trouvez justement notre milieu de terrain aujourd'hui? Notre milieu de terrain aujourd'hui, en réalité, ils sont dans une période d'essai, une période évolutive. Arrêtez, j'ai trouvé bien. Premier match comme deuxième match. Ils ont un problème de constance. Au niveau de l'analyse, on va y revenir. Oui, ils ont un problème de constance et de mécanisme et d'automatisme, en fait, automatisme surtout. Mais il y a une constance qui commence à se dessiner et ça, c'est très important pour nous. Les scores ne veulent rien dire. Mais quand on regarde l'ensemble du jeu, il y a quelque chose qui se décide. Bon, moi, je n'aime pas trop les polémiques relatives au nom, au choix des noms. Mais nous avons une pléiade de joueurs. Alors peut-être, Yvan, avant Valérie, quel pourrait être pour vous l'apport d'un joueur comme Franck Boya justement dans ce milieu de terrain? Je pense que c'est un profil un peu dans le box-to-box. Et je le rappelais tout à l'heure, à l'époque, on faisait beaucoup le rapprochement avec Stéphane Bia, qui était aussi un peu une sorte de demi-défensif, mais capable d'aller au charbon. Et ce qui est curieux, tous les éléments qu'il a évoqués par rapport à sa carrière, par rapport à sa situation en club du côté de la Belgique, moi je les connais plus ou moins parce que je suis beaucoup de footballeurs en longueur de saison un peu partout dans le monde. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a certains joueurs, on ne va peut-être pas refaire ce débat-là, mais il y a des joueurs aujourd'hui qui sont présents en sélection, mais qui ne jouent pratiquement pas dans le championnat où lui il évolue, alors que lui il occupe une place préférentielle dans son équipe. Et tout le monde a pu très bien noter que pendant les 2 matchs amicaux qu'on a joués, on a beaucoup de joueurs qui étaient en manque de rythme parce que justement à court de temps de jeu dans les clubs. Et c'est justement le moment de se poser la question, pourquoi est-ce qu'un joueur comme ça, qui lui pourtant a sa chance en club, qui joue, qui est relativement performant, n'a pas eu sa chance en sélection nationale. Mais après, on ne va pas se mettre dans la peau de Rigobert Song. Ce ne sont probablement pas toujours les meilleurs qui sont appelés au moment de constituer un groupe pour une compétition. Parce qu'il y a d'autres contingences qui rentrent en ligne de compte. Mais s'il faut s'arrêter sur les performances, étant donné l'état des lieux actuels par rapport au talent qu'on a, possiblement sélectionnable à l'équipe nationale du Cameroun, je pense qu'un garçon comme ça mériterait qu'on lui donne quand même sa chance. Valérie, peut-être une question pour Franck? Non, moi je lui donnerais beaucoup plus un conseil. Je dirais de continuer à performer, de continuer de se battre. Et puis j'espère qu'après la Coupe du Monde, si jamais il n'est pas sélectionné, il y a la Coupe d'Afrique qui arrive, il y a une autre Coupe du Monde qui arrive, il est encore jeune et qui ne perd pas espoir. C'est très difficile pour les sélectionneurs de pouvoir faire le bon choix parce qu'il y a très souvent 3-4 bons joueurs de même niveau. Au même poste, alors il est obligé de choisir. Donc il faut qu'il se batte, il faut qu'il continue à de bien jouer et puis qu'il se fasse connaître, qu'il se fasse remarquer, parce que justement les grands frères ici l'avaient perdu de vue. Je pense que ça compte aussi au niveau du nom, qu'il vienne au Cameroun de temps en temps, qu'il ait l'apport des journalistes pour qu'on se rappelle de lui, c'est important, et puis éventuellement il aura sa chance, j'espère. En tout cas, félicitations à lui et puis bonne chance. Est-ce que c'est important, ça vous parle ça, quand le vice-président de l'Union de Douala vous demande quand même de faire des efforts en termes de communication pour être davantage connu? On connaît le nom, mais pour être davantage connu. Franck? Non, il a tout à fait raison. Donc, c'est vrai que dans mon éducation, j'ai toujours été quelqu'un de très discret, très effacé. Mais après, il a raison en termes de communication. Je pense que aussi au club, je pense qu'il y a certains paramètres qu'il faut développer, il faut progresser pour pouvoir me faire encore plus remarquer. Mais qu'il sache que son conseil, je l'ai pris en... comme je l'ai enregistré, je l'ai pris en conscience et je pense que je vais continuer de travailler pour. Alors Franck, on va rappeler que vous êtes passé par APGES. APGES et la Coupe du Cameroun en 2016, voilà. Face à Bamboutos. Donc aujourd'hui, vous évoluez du côté de l'Europe, de la Belgique. Quels sont selon vous les changements importants qui ont justement marqué votre parcours entre ce que vous faisiez par exemple ici, ce que vous voyez ici en termes d'organisation du championnat etc. et ce que vous êtes en train par exemple de vivre du côté de la Belgique? Il y en a tellement à citer, mais après on ne peut pas comparer aussi, ce sont des cultures totalement différentes. Je pense qu'au Cameroun déjà on fait avec les moyens qu'on a, ça il ne faut pas le nier. Mais maintenant, en termes d'infrastructure, je pense
au vu 2016 et maintenant, les footballeurs locaux ont plus de chances d'évoluer sur des belles pelouses, des meilleures infrastructures que nous, on n'a pas eu. Et je pense que le championnat camerounais, il a beaucoup évolué également. Mais maintenant, en Europe aussi, je pense qu'au niveau professionnel, tout ce qui fait la différence, c'est le détail. L'heure d'arriver pour un match ou bien pour s'entraîner, l'équipementier, des choses comme ça. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Mais je pense que depuis 2016 jusqu'en 2022, beaucoup de choses ont pu changer au Cameroun. Et moi, je suis très content lorsque je discute avec certains de mes jeunes partenaires aujourd'hui et qui me disent que ils ont la chance de pouvoir évoluer sur des meilleurs terrains, par exemple. Et puis, je pense que c'est dans cette optique qu'on pourra vraiment évoluer. Alors, vous parlez de beaucoup de changements, justement. Au niveau, on va dire quoi, de la gestion de foot, comment est-ce que vous avez accueilli, par exemple, l'élection d'un ancien footballeur comme Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football? Tout footballeur camerounais, il sera très content de voir une légende comme Samuel Eto'o d'être président à la tête du football camerounais. Mais maintenant, ce que nous, on doit comprendre, c'est de bénéficier de son expertise et de son expérience qu'il a vécue durant toute sa carrière pour pouvoir aussi apporter un plus dans le football camerounais. Donc, c'est tout ce dont on doit, essayer de marteler et de lui donner des forces afin que nous puissions développer notre football. Et aujourd'hui, on a quand même aussi un autre ancien Lion qui est le patron de l'encadrement technique de l'équipe nationale de football du Cameroun, en l'occurrence Rigobert Song. Quel est le commentaire que vous faites là-dessus, Franck? Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, au vu le président de l'Africa Foot, c'est idem pour lui. Lui, il a toujours été un leader inné. Donc, je pense que ce fighting spirit qu'il a eu, j'espère par la grâce de Dieu que nous qui sommes footballeurs aujourd'hui, on pourra copier. Mais après, le fighting spirit, je pense que c'est pas, on l'apprend pas aussi. On est avec. Donc, tout ce que nous, on doit faire, c'est d'essayer de pouvoir changer notre mentalité en lui donnant toutes les armes qu'il faut pour que nous puissions faire des meilleures compétitions et que lui puisse aussi travailler sereinement. Yvan, oui, Claubert. Oui. Je voulais rebondir sur ce que Didier a dit pour demander à Franck, est-ce que pour vous la réceptivité est différente selon que l'entraîneur s'appelle Monsieur Tout-le-Monde ou qu'il s'appelle Rigobert Song avec le vécu qu'il a? Je pense que c'est différent dans le sens où déjà les leaders du groupe, comment ils aperçoivent la chose. Pour un ancien footballeur, je pense que c'est plus facile de faire passer son message. Donc maintenant, pour celui qui n'a pas été footballeur, je pense qu'il doit beaucoup plus étudier son groupe pour pouvoir faire passer son message. Mais c'est plus facile pour un ancien footballeur, je pense, pour pouvoir se faire accepter, je crois. C'est Djibouti Makongo. Oui. Ben, il a donné un peu un point de vue que je partage partiellement. C'est vrai que la question de mon frère est un peu une question assez difficile pour le joueur, mais elle a sa place. Elle a sa place. Mais il estime quand même que de savoir comment mais il a donné une belle explication. Ouais. Un ancien footballeur, quand même, il a du vécu. Ouais. Il a vécu les émotions, il a vécu les larmes. Moi, mes premières larmes que j'ai eues, vraiment, les larmes de joie, je les ai vues sur un stade de football. Ouais. Je ne savais pas ce que c'est, avoir des larmes de joie. Donc, il y a des situations extraordinaires. Puis, c'est cette collectivité, cette égalité de groupe. Bon, dans les choses qui changent, je pense réellement que ce qu'il y a à reconstruire profondément, c'est la constance dans le groupe solidaire. On le sent qu'il n'y a pas encore cette constance pendant les deux matchs. Ce n'est pas un problème de qualité de jeu, de qualité de jeu, mais dans la cohésion d'ensemble, il y a quelque chose qui manque. Yvan, peut-être une dernière question avant que... Oui, moi, j'aimerais simplement lui demander quels sont ses rapports avec les autres joueurs camerounais qui évoluent du côté de la Belgique, les Umwet et autres, Lam Kelze qui est passé par Antwerp, qui est un ancien club de Franck Boya également. Quel rapport il entretient avec ses autres compatriotes qui évoluent dans le même championnat que lui? Lam Kelze, par exemple, il y a 4 jours, j'ai fait un match amical contre son club également. On s'entend super bien. J'ai fait
toutes les catégories jeunes avec eux. Donc, Samuel Unguet, lorsqu'on n'a pas match, on essaie d'aller au restaurant et essayer de manger un bout. On a pareil avant qu'il ne signe en Italie. Donc, le nouveau Steve Bouygues, lorsque il a signé en Belgique, la semaine d'après, on s'est vu. Donc, moi, j'ai aucun souci avec tous mes compatriotes. Donc, déjà que j'ai partagé toutes les catégories jeunes avec eux, c'est plus facile. Je pense que peut-être d'autres personnes, ça va être plus compliqué, mais avec moi, particulièrement, on n'a aucun souci. Tous les week-ends, lorsqu'on n'a pas match, on essaie de manger un bout, on s'échange des messages et puis c'est comme si on était tout le temps au Cameroun ensemble. C'est un peu les mêmes rapports, la même ambiance avec, disons, vos coéquipiers de 2017. Ceux de 2017, par exemple, Sébastien Siani, il a arrêté, mais pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai échangé avec lui. Et, Nicolas Nkolo, lorsque j'ai besoin d'un conseil, il est toujours là pour me répondre. Michael Ngade, lui, tout le monde sait que je l'appelle Mika le grand frère, donc lui, il n'y a aucun souci. Arnaud Dioum, pareil. Donc, je pense que le seul avec qui je n'ai pas échangé, ça fait quand même longtemps, c'est le capitaine Vincent, mais lui également, j'ai de très bons rapports, donc tout se passe super bien pour moi. Avec les footballeurs, quand je dis footballeurs, c'est un grand mot, avec mes compatriotes, je n'ai aucun souci, parce que jusqu'à présent, j'ai des contacts avec tous, que ce soit les aînés, lorsque j'ai besoin d'un conseil, ils sont là, ou bien ceux de mon âge, on en discute tout le temps, on rigole tout le temps, donc il n'y a aucun souci. Je suis quand même étonné que avec tous ces contacts-là, avec cette réalité-là, avec cette amitié qui existe avec eux, que les entraîneurs n'aient pas pensé à lui à un moment donné, dit que parmi ceux qu'il faut essayer, qu'il faut quand même insérer dans le groupe, qu'on l'appelle, il y a quelque chose qui n'est pas très... Parce que vraiment, il connaît pratiquement tous les joueurs, là, tous les anciens qui sont encore là dans la sélection. Et lui, il n'a eu aucun contact avec... il n'a pas été appelé. Je dis, il y a quelque chose qui est un peu gênant dans cette réalité-là. Claubert, Franck, j'espère ne pas te mettre en difficulté. Tu as parlé de Nicolas Nkolo et de Mike Ngadengandji qui sont très proches de toi et qui sont tes grands frères qui te conseillent chaque fois. Contre leur volonté, ils sont presque en concurrence pour la Coupe du Monde. Est-ce que tu as une préférence? Lorsqu'on va à une compétition, il n'y a pas de concurrent. Lorsqu'on va à une compétition, c'est comme l'ancien international tout à l'heure vient de dire au plateau, il faut une cohésion. Parce que si vous n'avez pas cette cohésion, vous ne pouvez pas gagner un tournoi. Si vous partez en compétition en disant tel est mon concurrent, quoi que ce soit, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment une cohésion de groupe afin que lorsque le sélectionneur fait appel à un et qu'il doit répondre présent et les autres qui sont à côté puissent le pousser à ce qu'on puisse gagner un match. Et c'est ce qui a fait la différence en 2017. Donc on ne peut pas dire que Nicolas Nkolo c'est le concurrent de Mika. Au contraire, s'ils sont ensemble et que le sélectionneur fait appel à un, il faut que le deuxième soit là pour pouvoir le pousser parce que c'est une équipe. C'est cette cohésion-là qui pourra amener à gagner un tournoi. Et c'est ça qui fait la différence. Et vous êtes aussi resté en contact avec Hugo Broos, justement? Ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé. La dernière fois également, je participais toujours à une interview où il fallait qu'il intervienne, il réagisse. Il a pu m'envoyer une superbe vidéo. J'étais vraiment content. Et il était émotionnel en me demandant si tout se passe bien. Mais ça fait quand même un bon bout, on n'a pas pu discuter. D'accord, on va terminer. Dernière question, Franck. Quelles sont, disons, vos ambitions pour cette saison, pour d'autres compétitions aussi qui arrivent et qui concernent l'équipe nationale du Cameroun? Mes ambitions, je vais déjà commencer en club. Déjà faire mieux que la saison dernière parce que le club a manqué de peu au play-off. Donc j'espère par la grâce de Dieu que cette année on va jouer au play-off. Et maintenant, sur le plan individuel, essayer d'améliorer mes stats. Parce que comme le consultant il a dit tout à l'heure, je suis un joueur box-to-box. Donc, je suis appelé à marquer souvent beaucoup de buts. Donc, je pense que cette saison, je n'ai pas encore commencé. J'ai pu quand même causer un penalty. Maintenant, il faut commencer à marquer pour pouvoir améliorer mes stats individuelles. Et en fin de saison, puis discuter au moins sur les 34 matchs, jouer les 30, 33 ou pourquoi pas les 34. Maintenant, au vu de la sélection, comme je l'ai dit la dernière fois, j'espère par la grâce de Dieu également qu'on aura
a fait appel à moi pour pouvoir vraiment amener ma pierre à l'édifice en ayant ma qualité à casser les lignes, ou bien par la passe, ou bien par mon positionnement, la communication que je peux amener lorsqu'on est appelé à jouer devant la défense. Et maintenant, lorsqu'on parle de Qatar 2022, pour moi, c'est un rêve et l'un de mes objectifs cette saison. Donc, je ne perds pas de vue. Tant que le sélectionneur n'a pas appelé ceux qui iront défendre les couleurs du pays, je ne pourrais pas baisser les bras ou abandonner. C'est lorsqu'il aura décidé ceux qui auront défendre les couleurs du pays que je pourrais ne plus y penser. Mais au vu de toute ma carrière, je reste un lion et c'est jusqu'à la fin de ma carrière que je serai disponible pour la sélection du Cameroun. Merci beaucoup, Franck Boya, pour toutes ces explications depuis la Belgique. Merci de nous avoir accordé cet entretien. On va vous souhaiter évidemment une bonne carrière et on va ici, à notre niveau, proposer justement quelques images de Franck Boya en club. On le rappelle qu'il est milieu de terrain. On regarde ces images, on se retrouve juste derrière. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Let's go. Panoramic bitch, I can see right through it. Smoking on cookies, gas, manure. Damn, 250 rest on the lure. Know we gon' run with a pack like a wolf. Throw life on me like I'm Tupac Shakur. 35K for the seats on the floor. Yes, I'm the wave, but don't got a shore. Staring at me, but I don't want the whore. Almost had crashed the Rari. Jump off the top of the road like Jeff Hardy. Niggas be broken, be ready to party. Nike mask on, man, I'm feeling like Marty. Excuse me, bitch, don't you be walking. Don't got no money, so you shouldn't be talking. DMing me, bitch, you know I ain't talking. My bitch find out she gon' kill on white chocolate. It's a dead man. Ross on my neck like the Flintstone one Bam Bam. Ran up them M's and I bought me the Lamb Lamb. She on my dick, wanna pick, she a fan. Posting this rest, but I know it's a scam. Don't come for bitch, I'm not selfish, I share 'em. Elliot P. Diamonds looking like Cam. He acting tough, but he sweeter than yams. 2 bitches in a row, ghost in the scam. I collect shoes and I don't even wear 'em. 25 million, I get overwhelmed. Hello. I want that kitty, I like bitches thick with them little bitty titties. I like bitches rich and they know how to get it. Come from the dark, my wrist and neck is litty. Never quit it. You niggas was hating, waiting, line them shitting. You niggas was hating, waiting, line them shitting. You niggas was hating, waiting, line them shitting. Yo, that's nasty, bitch can't cash me. I'm in the Lambo, this bitch nasty. This a wide body in the realms, little ashy. How did this happen? Rich nigga happen. Niggas ain't eating and they blame it on fast. On va remercier une fois de plus Franck Boya depuis la Belgique qui nous a accordé cet entretien en ouverture de cette émission. On poursuit la pause actu avec cette petite information, agenda, événement à suivre, le lancement officiel. On va le voir sur cette affiche du championnat baptisé Gabelou Foot 2022. Voilà, c'est donc prévu ce vendredi 30 septembre au stade de Bonamoussadi, ici même à Douala, à partir de 15h. Et pour l'ouverture de ce championnat, guichet unique team sera opposé à la formation du Sud-Ouest tel que c'est marqué. On aura évidemment l'occasion de revenir parler de ce championnat. Autre information également dans la pause actuelle, c'est le rugby avec l'équipe nationale de rugby à 15 dames qui est actuellement en stage dans la ville d'Akono. Ce stage qui a démarré le 23 septembre dernier s'achève le 9 octobre prochain. Et selon la Fédération camerounaise de rugby, on devrait avoir les images des filles aux entraînements actuellement. Donc selon la Fédération camerounaise de rugby, le groupe que dirige Daniel Bissot prépare ainsi le tournoi qualificatif de la CAN féminine prévu à Yaoundé. Merci Landry. Prévu à Yaoundé du 2 au 13 novembre prochain. On rappelle que le Cameroun aura pour adversaire la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso par rapport à cette phase de la compétition. Et on en vient en parler du volleyball. Yvan Kaboua, le Cameroun est actuellement engagé dans le championnat du monde senior dames de volleyball qui se dispute actuellement du côté des Pays-Bas et de la Pologne. Et le Cameroun, l'équipe féminine qui est, on va dire quoi, à la quête d'une première victoire dans cette compétition. Je crois qu'elles ont remporté une victoire contre le Mexique, si je ne m'abuse. Non, pas encore. Pas encore, c'est vrai.
Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une compétition qui, pour l'instant, est très compliquée pour nos volleyeuses, qui dominent pourtant l'Afrique depuis plusieurs années. Mais il faut quand même aussi rappeler que cette équipe de volleyball féminine a connu une particularité ces derniers mois, après justement le dernier sacre continental, le retrait de nombreuses cadres, notamment la capitaine Laetitia Momaba-Soko et autres joueuses. Je crois qu'elles sont 4 ou 5 des joueuses importantes de cette équipe qui ont tiré leur révérence. Pour certaines, consécutivement, un certain nombre de problèmes qu'elles décriaient. On se souvient de cette fameuse pétition qu'elles avaient toutes signée au lendemain du sac en Coupe d'Afrique des Nations. Bref, le malaise au sein de l'équipe nationale, dans la gestion, dans le fonctionnement, un certain nombre de paramètres environnants à cette équipe ont amené certaines joueuses à tirer leur révérence de cette équipe-là. Donc l'entraîneur qui est là essaye de faire ce qu'il peut. Ce n'est jamais facile de remplacer des joueurs qui ont été là pendant un certain nombre de temps et qui ont eu un certain niveau de performance. Mais là, il y avait la possibilité de jouer la Coupe du Monde. On ne pouvait pas déroger à la règle. D'ailleurs, la préparation de cette équipe n'a pas été ce qu'on espérait. Ça a été relativement tronqué. Et donc, quand on est appelé à affronter les meilleures nations de volleyball mondial, et qu'on doit faire face à toutes ces péripéties-là, le retrait des cadres, des joueuses cadres, la préparation qui n'est pas optimale, c'est un problème lié à l'administration, à la gestion de l'équipe. Ce n'est pas forcément des éléments qui plantent le décor d'une belle performance dans un rendez-vous mondial comme celui-là. Donc, elles essayent de faire ce qu'elles peuvent. J'ai regardé un de leurs matchs, et les autres en highlight. Elles sont valeureuses, mais je pense que le niveau me semble être beaucoup trop haut pour cette équipe du Cameroun. La FECA Volley fait pour moi la FECA Volley est la meilleure fédération sportive au Cameroun. Parce que quand vous faites le rapport entre les moyens qu'ils ont à disposition et les résultats qu'ils réalisent, honnêtement, c'est un enseignement pour les autres fédérations. Donc j'ai foi en son président et les autres personnes qui l'accompagnent justement dans la gestion de cette fédération-là, qui vont pouvoir mettre sur pied des mécanismes qui vont permettre de redresser la barque tout de suite et de restituer à cette équipe-là son allant et son caractère gagnant tel qu'on l'a connu ces dernières années. Il faut quand même signaler que depuis le coup d'envoi de ce tournoi, le Cameroun, on se rappelle, avait été battu par l'Italie 0-7 contre 3. Pareil, face aux Pays-Bas, c'était le même score. Et puis, hier également, le Kenya nous a battus par 3-7 à 0. On sait, c'est une équipe en reconstruction. Comme disait Yvan, le départ de plusieurs joueuses cadres a forcément amené le staff à reparamétrer un certain nombre de choses. Là, c'est le championnat du monde. Jusqu'ici, qu'est-ce que vous pensez justement des performances du Cameroun dans ce tournoi? C'est vrai, l'idée qu'on a l'habitude de dire qu'impossible n'est pas camerounais. Mais pour que cet impossible ne soit camerounais, il faut quand même un minimum de choses. Quand on regarde ce qui a été fait comme préparation, Yvan rappelait l'épisode des visas, d'abord pour la Slovénie, pour la préparation, qui n'ont pas marché, ensuite pour les Pays-Bas, qui ne sont aussi pas arrivés à temps. Finalement, l'équipe part du Cameroun 4 jours avant le début de la compétition. Vous avez parlé des cadres qui ont quitté l'équipe, dont le seul fait dans ce désordre d'avoir été 3 fois champion d'Afrique ne suffit pas. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est que l'équipe s'est donné pour ambition de gagner au moins un match. Vous savez que le règlement de cette compétition permet qu'avec un seul match gagné, vous avez la possibilité de traverser la phase des poules. Et on s'était fait l'espoir qu'au moins le Kenya, qui est un pays africain, et nous étant les plus forts en Afrique, qu'on aurait au moins gagné contre le Kenya. Ça n'a pas été le cas. Croisons le cas, croisons les doigts qu'au moins contre le Porto Rico, qui n'est pas une machine de guerre quand on parle du volley féminin, que cela puisse marcher. Mais je dis, nous n'avons qu'à nous reprocher nous-mêmes, parce que quand une équipe comme celle-là, qui a été 3 fois championne d'Afrique et qui n'a même pas reconnu les récompense digne au rang des équipes qui remportent un titre continental, espérons simplement qu'elles vont aller puiser au tréfonds d'elles-mêmes pour pouvoir au moins arracher cette tête match et sauver l'honneur. C'est un commentaire, Timothée?
Non, Yvan et l'ancien ont déjà tout dit. Moi, c'est ce qui m'ennuie dans ce truc-là, c'est pour revenir un peu sur les propos de l'un et de l'autre. On a vu cette équipe, cette fédération-là, le volleyball, monter. C'est-à-dire que nous tous, nous avons été séduits il y a 4-5 ans par la montée de cette équipe. Et c'était presque du mécénat, la volonté de quelques mécènes. Hein. Ce n'était pas une volonté d'État. Hein. Ils sont montés, ils ont séduit le Cameroun. Tout le monde aimait cette équipe de volleyball quand ils ont gagné ici à Yaoundé. Puis, ils ont eu, pendant les 3 ans qui ont suivi, ils ont eu le même concurrent, le Kenya. Donc, c'est pour ça que quand tu dis le Kenya est quand même à notre côté, mais en réalité, le Kenya est une très très belle équipe. Et ils sont en développement constant. Hein. Or, nous, on a abandonné ce volleyball à un certain nombre de mécènes qui font l'effort. Maintenant, ce qui m'a fait peur quand je lisais j'apprenais le mois dernier que nous perdons 3 ou 4 ténors de cette équipe, là déjà les piliers de cette équipe. Hein. Et j'avais eu beaucoup d'admiration à l'époque pour les entreprises, tout ce qu'entreprenait l'entraîneur, je crois qu'il s'appelait Jean-René Akono. Il est là. Hein, il est toujours là. Mais je l'admirais parce qu'il avait cette volonté de donner, d'insuffler de l'énergie aux filles à cette époque-là. Bon, maintenant, quand on regarde les nouvelles filles, elles ne sont pas mauvaises, mais elles n'ont pas la hargne, la niaque des anciennes là, parce que, en fait, la différence est dans l'état d'esprit. L'état d'esprit des autres, c'était des gagneuses. Elles ont évolué dans un esprit de gagneux. Mais quand on voit les nouvelles là, elles sont bien, elles sont bonnes, mais elles n'ont pas encore embrassé la réalité forte d'international. Bon, et tout à l'heure, mon frère disait que les portoricaines sont parmi les meilleures. Faut pas s'amuser, elles sont très très bonnes les portoricaines. Elles ont battu quelquefois l'Italie. Donc, ce n'est pas des petites équipes. On ne doit pas rêver. Au niveau mondial. On ne doit pas rêver. Non, en fait, le rêve, c'est ce que Yvan disait tout à l'heure, c'est que tout le monde entre dans cette logique de relever le sport. Ce n'est pas un problème de médecin, parce que l'effort que la fédération de volleyball a fait, qu'aucune fédération n'a pu faire quand on tient compte des résultats qu'ils ont pu obtenir en quelques années, et de la volonté et de la survie même de cette volonté, de continuer à poursuivre cette volonté. J'ai dit, il faut que l'État intervienne et qu'il y ait une volonté politique qui élève le volleyball. Il fonctionne un peu à fond propre. Parce que ce n'est pas évident de fonctionner en fonds propres et demander des dons par-ci, par-là. Ce n'est pas facile. Hein, et je crois que ces gens-là, ont été très, très courageux dans le volleyball. Hein, il y a lieu de les encourager. Et il faut interpeller le ministère des Sports, il faut interpeller la présidence de la République. Il faut absolument qu'ils comprennent que les mécènes font du travail à certains endroits. Même le rugby, là. Oui. C'est extraordinaire de voir qu'on a une équipe féminine de rugby. Mais vous verrez qu'il n'y a pas du côté de l'administration camerounaise un véritable accompagnement. Un véritable accompagnement. Voilà, peut-être Valérie Ngassa, pour sortir de ce sujet. En dehors du foot, quand même, vous vous intéressez à d'autres disciplines. Moi, je pense que oui, mais bon, moi, je pense qu'ils ont tout dit. Moi, je vais juste souhaiter à nos volleyeuses bonne chance pour le 4e match, aussi difficile soit-il. Après, il faudra tirer les leçons de ce qui n'a pas marché au-delà de la transition de l'équipe. Il faudra effectivement que les journalistes accompagnent beaucoup plus les volleyeuses pour qu'il y ait moins de carences, qu'il y ait un meilleur suivi au niveau des autres sports que le football. Et puis, on verra, on ne sait jamais. Elles peuvent nous surprendre, un peu comme vous l'avez fait avant. Voilà, on va rappeler que le Cameroun joue demain contre justement le Porto Rico. Et le 2 octobre prochain, le Cameroun sera opposé à la Belgique. Évidemment, on reviendra sur ce plateau, faire le point, comme à chaque fois. Avant de refermer la pause actu, on va tenter de joindre depuis Garoua, c'est dans le nord, Jean-Baptiste Biaye. Il est le directeur de communication de la Fédération camerounaise de cyclisme. Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir Julie, bonsoir à tout votre riche panel, bonsoir à toutes les populations du Cameroun et d'ailleurs. Alors Jean-Baptiste, on a quelques jours seulement du coup d'envoi du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Ça démarre cette année, premier coup de pédale du côté de Garoua. Comment va Garoua justement à quelques jours du début de cette compétition? Garoua, je veux répondre, étant entendu que depuis 3 jours, nous avons effectué
sol de la très belle cité de Garoua, capitale de la région du Nord, en provenance de Yaoundé, avec les 3 équipes camerounaises qui devraient prendre part à cette compétition. Il s'agit bien de SNH Vélo Club, de FAB Vélo Club pour la première fois, et bien de l'équipe nationale également, soit au total 15 coureurs, 30 cadreurs et 2 officiels pour 26 personnes qui ont foulé le sol de Garoua dimanche soir. Et je peux vous dire qu'à l'heure qu'il est, les entraînements ont eu dans la ville de Garoua d'abord la reconnaissance du circuit qui va être pratiqué les prochains jours du premier coup de pédale à Garoua de cette 22e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, mais également plusieurs entraînements jusqu'aujourd'hui sur la route Garoua-Figuil, près de 100 km en aller-retour pour les plénipotentiaires du Cameroun qui devraient défendre le drapeau national à partir de lundi prochain. Donc, innovation majeure cette année pour Garoua, parce que c'est la première fois, effectivement, en 22 éditions, que le Grand Prix cycliste international Chantal Biya va dans le septentrion de manière générale et dans le Nord et à Garoua en particulier. Je peux vous dire que le choix de Garoua a été un choix difficile, mais osé de la part de la Fédération camerounaise de cyclisme qui a, pour ainsi dire, fait une proposition, et je peux vous dire que c'est le président de la République en personne qui a donné son très haut accord pour que le Grand Prix éponyme Chantal Biya aille dans la région du Nord Cameroun. D'accord. D'accord. Alors, Jean-Baptiste, c'est vrai qu'on va voir dans un instant les premières images de nos cyclistes du côté de Garoua, dès que c'est OK du côté de la réalisation. Vous l'avez dit, SNH est là, FAB Vélo ainsi que l'équipe nationale. Voilà les 3 formations qui vont défendre dans les couleurs du Cameroun, alors qu'on a en image justement quelques essais de nos cyclistes du côté de Garoua. Alors, Jean-Baptiste, la venue de FAB Vélo, justement, dans cette compétition, racontez-nous un peu rapidement comment ça s'est passé. C'est la première fois que FAB va justement participer à ce grand prix cycliste Chantal Biya. Simplement par la volonté du haut commandement, et je peux vous dire que le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a pour ainsi dire renouveler les activités culturelles et sportives de ce côté-là, et c'est ainsi que grâce à cette volonté-là il a voulu mettre en place une équipe de cyclisme pour représenter les forces armées et police. D'ailleurs, on a désigné à cet effet déjà un président de FAB Vélo Club, mais aussi un directeur sportif qui est d'ailleurs avec nous ici à Garoua. Il s'agit bien du lieutenant Koudazen Atur, qui est le directeur sportif de l'équipe de FAB. Je peux vous dire, par exemple, information exclusivité sur vos antennes, que le commandant de la 3e région militaire interarmée du Nord, c'est un général d'armée, et bien un général de brigade, précisément, il rend visite à cette équipe-là demain à 16h dans ces quartiers, dans l'hôtel La Place. Bon, je pense qu'il y a un engouement pour cette nouvelle équipe de FAB qui va faire désormais entrer pour concurrencer celles des équipes qui sont déjà existantes. C'est peut-être le lieu ici, dans le cadre de la fédération, d'appeler tous les mécènes et toutes les sociétés, les bonnes volontés, de créer autant d'équipes, n'est-ce pas, pour que notre cyclisme puisse très bien se porter, puisse avoir beaucoup de concurrents, puisse avoir beaucoup de jeunes qui veulent pratiquer, n'est-ce pas, cette discipline-là. Et donc, de ce point de vue, on aura bien le plaisir à regarder ce que FAB veut faire, ce que FAB va faire au cours de cette compétition-là. D'accord. Il y a un engouement tout à fait extraordinaire des populations, des autorités administratives, municipales et régionales de la région du Nord de manière générale et de Garoua en particulier, pour vivre pour la première fois de manière historique cette compétition dans la ville
et un engouement, je vous le dis, extraordinaire. On attend que le jour J pour les premiers coups de pédale. Justement, en attendant le jour J, pour terminer les informations pratiques, Jean-Baptiste Biaé, combien d'équipes attendues à ce Grand Prix cycliste international Chantal Biya? Une idée aussi des arrivées, hein? Oui, c'est une dizaine d'équipes attendues en dehors des 3 équipes du Cameroun dont on vient d'évoquer. Il y a en Afrique le Maroc qui est attendu, le Mali est attendu, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire également. Pour ce qui est de l'Europe, il y a Global Cycling de Hollande, le Globe de la Défense de France et l'équipe de Dukla Bansk Abistika de Slovaquie. Je peux vous dire, pour les arrivées, le commissaire international qui a été désigné par l'Union cycliste internationale, le français Max Michaud, arrive au Cameroun le 30 septembre 2022 à 19h50 par vol Bruxelles à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène avant d'être transféré du côté de Garoua le 2 octobre. Son billet d'avion a déjà été validé, mais les toutes premières délégations étrangères arrivent très tôt le matin. Il s'agit du Maroc qui va fouiller le premier la terre camerounaise à 4h00 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène très tôt. Du Bénin qui arrive du côté de Douala à 7h05 à l'aéroport international de Douala. Le Club de la Défense de France arrive à 21h20 demain. Pour les autres, à savoir le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire arriveront le 30. Je précise à toutes fins utiles que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire seront dans le même avion, à savoir Air Ivoire. Voilà à peu près le bal des arrivées pour ces étrangers, pour ceux qui viennent de l'Europe et d'Afrique et qui viennent prendre part à cette compétition qui, je le rappelle, a pour prestigieuse marraine l'épouse du chef de l'État. Il n'y en a pas 2 en Afrique d'un chef d'État en fonction. Merci. Nous avons coutume. Jean-Baptiste Biaé. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Jean-Baptiste depuis Garoua. On va évidemment suivre le déroulement de ce Grand Prix cycliste Chantal Biya et on fera le point forcément dans nos prochaines éditions. Merci une fois de plus. Bonne soirée à vous du côté des Garoua, JBB. Je vous envoie les merveilles touristiques de la très belle cité de Garoua. Et puis, dans la Yaoundé, voilà, nous avons plutôt une appréciation qui n'est pas toujours celle que nous autres nous vivons ici dans ce moment. Merci beaucoup et très bonne continuation. Merci Jean-Baptiste. On va poursuivre cette émission en entrant dans la seconde partie de cette émission et ce sera juste après une pause publicitaire. On marque cette pause, on se retrouve juste derrière pour le débat. Voilà. Dans un court instant, on va donc rentrer dans la seconde partie de cette émission. 2 problématiques majeures ce soir. On rappelle qu'on va évidemment en parler de l'actualité autour des Lions indomptables du Cameroun, la problématique de l'équipementier, le bilan aussi des 2 matchs de préparation de la Coupe du Monde disputée par les Lions indomptables. Et tout à l'heure, on va aussi s'intéresser aux préparatifs des championnats Elite One, MTN Elite One et MTN Elite 2. Du Ballon d'Or et aussi il y a beaucoup de petites polémiques autour déjà des listes en rapport avec les membres du jury. On ne sait pas trop pourquoi. En tout cas, Yvon Kamoua, par exemple, nous donnera son avis là-dessus. Est-ce qu'on peut marquer cette pause publicitaire et puis avancer, André? On va donc, en attendant, rentrer dans la première problématique avec les Lions indomptables. Déjà, la question de l'équipementier Claubert, je disais tantôt, il y a eu
Ce courrier largement relayé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, courrier du coq sportif qui rappelle que l'Africafoot maintient sa position de rupture de contrat qu'il allie au coq sportif et que devant cette position, le coq sportif maintient qu'il s'agit d'une rupture abusive du contrat. Aucune conciliation n'a été possible entre l'Africafoot pour le moment, malgré la volonté du coq sportif de trouver une issue positive d'après ce courrier dont la procédure juridique suit son cours et le coq dit attendre sereinement les décisions qui seront prises. Et par ailleurs, le coq sportif son PDG, Marc-Henri Bossir et Yannick Noah, ont souhaité délivrer en toute transparence et de vive voix aux interlocuteurs partenaires qui souhaitaient des informations. Et c'est le même message que le coq sportif souhaite renouveler à l'ensemble du peuple camerounais en rappelant qu'ils soutiennent évidemment les lions indomptables du Cameroun. Voilà un peu pour l'essentiel de ce courrier qui fait encore parler de ce sujet. Quel est votre regard là-dessus je ne vais pas dire dans cette guerre entre guillemets, encore sportif, FECAFOOT, One All Sport, Claubert? Je crois qu'il y a 3 batailles qui se jouent dans cette problématique sportive FECAFOOT. Je préfère la dire comme ça. Il y a la bataille de la communication, qui normalement était perdue d'avance pour le corps sportif. C'est un problème avec la FECAFOOT, qui est une association camerounaise dont le sentiment patriotique et l'attachement à la nation devrait faire que chaque Camerounais se sente concerné et soit solidaire de la Fédération camerounaise de football. Mais le corps sportif ne veut pas laisser ce terrain-là à la FECAFOOT seul et tente de jouer sur la fibre émotionnel. Oui. C'est comme ça que j'interprète ce courrier. Il y a le côté politique. On a bien vu comment le corps sportif, il y a quelques jours, avec son directeur général et son membre du conseil d'administration, Yannick Noah, tenté un lobbying politique au Cameroun. On n'est pas dans les secrets des dieux pour savoir ce qui en sera. On sait aussi que le président de la FECAFOOT n'est pas le dernier quand il faut parler de lobbying. La dernière bataille, et peut-être celle qui est la plus importante, c'est la bataille judiciaire. Elle se joue au tribunal de Nanterre à Paris. Il y a une conciliation qui a été proposée, rejetée. C'est aujourd'hui prouvé et le corps sportif l'acquiesce d'ailleurs dans son courrier rejeté par la Fédération camerounaise de football. Le corps sportif dit dans sa contre-attaque communicationnelle qu'elle est dans son bon droit et qu'elle a bon espoir de remporter la bataille judiciaire. La FECAFOOT a aussi ses arguments lorsqu'on suit les dirigeants de la FECAFOOT. Aujourd'hui, il faut attendre voir ce que ça va donner, mais on n'est pas à un énième rebondissement près. Valérie? Moi, je dirais que je penche beaucoup plus pour la Fédération camerounaise de football, a priori. La Fédération a le droit, au vu des éléments qu'ils ont, et particulièrement à comment le coq sportif a habillé les filles. On a beau dire que peut-être c'était juste pour l'équipe des Lions Indomptables, mais avant, je sais que les autres équipementiers habillaient les autres les Lions Indomptables, et j'estime pour ma part effectivement que elles étaient mal habillées. On l'a vu pendant la Coupe d'Afrique, c'est inacceptable, inadmissible, et un dirigeant responsable qu'un seul peut annuler un contrat en cours de chemin pour un risque éventuel d'une catastrophe pour une Coupe du Monde. Mais non, après, il y a éventuellement d'autres griefs dont on nous a parlé, qui sont des retards de paiement et autres. Alors, je pense qu'à ce stade, le coq sportif ne devrait pas faire le forcing. J'aurais souhaité qu'il puisse s'entendre à l'amiable, mais je me pose la question de savoir si jamais le coq sportif gagne, qui portera ses maillots, à qui vendront ses maillots, parce que les Camerounais, je ne pense pas
Je ne suis pas sûr qu'ils auront beaucoup de clients pour ces maillots-là. Je ne suis pas sûr que c'est des Français à qui ils vendront ces maillots. Je pense qu'il faille, au lieu de faire un bras de fer, tout faire pour trouver une solution à l'amiable. Je pense qu'à ce moment-là, quelle que soit la personne qui aurait raison ou tort, devrait mettre un peu d'eau dans son vin, y compris la Fédération camerounaise de football. Maintenant, nous, on fait confiance au président Samuel Eto'o, on fait confiance à sa vision. On suppose que même si on n'a pas tous les contours, il sait ce qu'il fait, ce qui veut dire que si au point de vue judiciaire, il gagne, il faudrait bien que les équipements de One Sport soient prêts, que ce soit pour l'équipe ou alors pour le public. Donc, par conséquent, je pense qu'il ne faut pas mettre en contradiction, en comparaison Samuel Eto'o fils et puis Yannick Noah. Je pense que c'est vraiment ça, c'est pas ça l'enjeu. De mon point de vue, Yannick Noah devrait y aller avec une pédale douce, parce qu'après tout, même s'il est consultant, même s'il a des avantages pécuniers vis-à-vis de... Non, moi je ne dirais pas qu'il soit français, moi je ne l'ai pas dit, mais je pense qu'il n'est pas directeur du COC sportif, il est peut-être actionnaire, et je ne pense pas qu'il devrait autant dans une telle bataille, surtout qu'en plus, on ne voit pas le président de la fédération cogner à toutes les portes. Une telle bataille frontale, ça ne fait pas bien, à mon sens. Il faut éventuellement, une solution malheureusement qui apparemment, en tout cas à ce stade, n'est pas encore trouvée, mais il faut éventuellement qu'une tierce personne puisse les asseoir, ne serait-ce qu'un intermédiaire local, pour essayer de voir si ça ne peut pas être... si on ne peut pas trouver un compromis. Donc peut-être Yvan, après, on comprend, il n'y a pas eu de conciliation, comme le soulignait le corps sportif dans son courrier. Comme dit Valérie, une solution locale, ça peut être ça, la piste de sortie. Oui, des pistes de sortie, on peut en analyser plusieurs. Mais tu me permettras de toucher un ou deux mots de façon globale sur cette affaire du corps sportif. Parce que depuis que ce débat ne suis pas passé par ici, donc je n'ai pas eu l'occasion de donner mon avis sur cette question. Je pense que le contrat, c'est ce qu'on appelle en droit l'accord des parties. C'est-à-dire que deux contractants qui décident de cheminer ensemble dans un accord de partenariat suivant des clauses qui sont consignées dans ce qu'on appelle un contrat. Maintenant, une des parties, c'est-à-dire que la résiliation unilatérale d'un contrat est également un droit pour les différentes parties. Lorsqu'une partie estime que ses droits ne sont plus totalement sauvegardés dans le rapport qu'il entretient avec son co-contractant, il peut décider de mettre terme à la collaboration avec ce que cela engage en termes de conséquences pour couvrir les dommages causés à son co-contractant. Donc je pense que là, la FECAFOOT est dans son droit de pouvoir envisager une résiliation unilatérale du contrat. Tout comme je pense que le corps sportif, il va sans dire qu'ils ont consenti des efforts en termes de mobilisation, en termes de déploiement, de ce que cela sous-entend comme équipementier pour pouvoir se positionner sur le marché mondial. Et donc ils sont également dans leur droit de pouvoir refuser la résiliation de contrat unilatéral que la FECAFOOT a engagé. Donc je pense que ce soit dans l'un ou l'autre des cas, chacun est dans son droit. Mais moi je vais pousser l'analyse un peu plus loin. Moi je pense que nous sommes dans un jeu de roubladise. Nous sommes dans un jeu de roubladise parce que ce soit la FECAFOOT, que ce soit COC sportif, personne ne nous dit de façon claire ce que disaient les engagements entre les deux parties. Quand le nouvel exécutif est arrivé à la fédération, ils ont dit que le contrat est introuvable. Moi, je me pose une question bête. Comment est-ce que vous pouvez critiquer les données d'un contrat que vous avez dit introuvable? Je pense que là, déjà, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Et si le contrat n'est plus introuvable, entre-temps, vous l'avez retrouvé, vous devez pouvoir nous dire si COC Sportif a failli à ses engagements en termes de dotation financière, les échangements de paiement n'ont pas été respectés à tel ou tel niveau. Ils avaient promis une donnée ci ou ça. Et ils nous en ont donné donc que si ou ça. En fait, vous voulez des chiffres.
Parce que la FECAFOOT à mon avis, il clairement n'y a que dit ces que précisions. le corps sportif n'a pas respecté. Il n'y a que ces précisions qui peuvent donner un sens au motif que la fédération camerounaise a avancé. Parce que du côté du corps sportif, eux, ils vont contre-attaquer. Jusqu'ici, eux aussi, on n'a pas eu leur position en disant, tiens, nous, on avait promis tant à la Fédé. Voilà ce que nous, on donne. C'est pour ça que je pense que nous sommes dans un jeu de roubladise et le corps sportif ne va pas lâcher du lest. Ça, on peut en être certain. Parce que la Coupe du Monde, c'est le plus grand événement sportif après les Jeux Olympiques. Quand vous êtes un équipementier, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que cela représente comme rentrée financière, il y a le symbole de pouvoir exister dans la plus grande des compétitions mondiales de football comme équipementier. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans les annales du corps sportif, quand on vous présentera les faits d'armes historiques du corps sportif, on vous dira on a habillé une équipe de football pendant une Coupe du Monde de football. C'est pour ça que je pense que ceux qui tirent sur Yannick Noah, moi je ne peux pas tirer sur lui. Yannick Noah est habillé par corps sportif depuis l'âge de 19 ans. Il a fait toute sa carrière avec corps sportif. Je ne suis pas sûr que si Valérie Ngassa ou Colbert Yompan étaient membres du conseil d'administration, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut qu'on dépassionne le débat. Il est membre du conseil d'administration de corps sportif et donc il défend les intérêts d'une organisation à laquelle il appartient. Donc vous estimez que c'est de bonne guerre? Bien sûr, c'est de bonne guerre. Le procès qu'on lui fait, je ne vais pas rentrer dans le procès de la camerounité, il est français, il n'est pas français. Je ne suis pas sûr qu'on peut être chef traditionnel au Cameroun en étant français. Donc pour moi, ça c'est un faux débat. Maintenant, s'agissant de l'équipementier One Sport, je pense que la FECAFOOT, dans ce rapport de force-là, c'est plus aujourd'hui une question d'orgueil qu'autre chose. Je pense que Eto'o, avec le caractère qu'on lui connaît, n'a pas envie de reculer parce qu'il a déjà avancé avec sa manette et il n'a pas envie de monter. Ce serait un volte-face pour lui aujourd'hui d'accepter une quelconque conciliation avec le sportif parce que pour lui, ce serait un aveu d'échec à la face du monde. Mais par contre, je pense que autant la FECAFOOT est dans son droit de pouvoir contracter avec un nouvel équipementier, avec tout ce que cela engage comme paiement en termes de dommages, autant je pense que One Sport aujourd'hui ne me semble pas être outillé pour pouvoir efficacement assumer sa mission d'ici à la Coupe du Monde. Je vais vous prendre un exemple simple. Moi, je me suis amusé à aller sur le site de One Sport pour essayer de passer une commande des équipements dont on a vu les images un peu partout sur les réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien. Jusqu'ici, il n'y a rien. Beaucoup de gens ne savent pas que jusqu'ici, le Cameroun est, je crois, la seule nation jusqu'ici qui n'a pas encore déposé ses équipements, c'est-à-dire que la maquette de ces équipements pour la prochaine Coupe du Monde. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant la Coupe du Monde, les 32 nations qualifiées pour la compétition ont l'obligation de déposer les 2 kits de maillots différents qui constitueront leur couleur pendant la compétition. Et il y a une commission au niveau de la FIFA qui siège pour voir si les équipements en question répondent aux critères et aux exigences de la compétition. Jusqu'ici, le Cameroun ne l'a pas fait. Et étant donné l'élément que j'ai évoqué tout à l'heure, je ne suis pas sûr que d'ici à la Coupe du Monde, One Sport sera capable de le faire. En tout cas, la FECAFOOT a dit que les Lions vont jouer avec One Sport. C'est pour ça justement donc on attend novembre. C'est pour ça justement, bien malin celui qui pourra dire si c'est One Sport ou quoi. Mais moi, de l'analyse que je fais, je pense que One Sport ne sera pas prêt. Maintenant, je pense qu'en filigrane, de façon douce, c'est peut-être passé comme ça là, comme il est à la pause. Mais regardez le communiqué que la Fédé avait fait en juillet dernier où il disait que la page One Sport, corps sportif était complètement tournée et qu'ils étaient sur un paradigme totalement différent et nouveau. Mais jusqu'ici, ils continuent à utiliser les équipements corps sportif. Vous pensez que si One Sport... expliqué pourquoi. Oui, mais vous pensez, justement, ça revient et ça me conforte dans la position sur laquelle One Sport aujourd'hui, sur le plan opérationnel, n'est pas capable d'assumer sa mission. Parce que s'ils étaient capables de le faire, étant donné la logique dans laquelle la fédération est lancée, on aurait pu des équipes nationales du Cameroun qui continuent à porter le corps sportif. Claubert, si je peux rapidement dire quelque chose, je m'en voudrais de ne pas repréciser quelque chose. En tant que journaliste, on travaille simplement avec des faits. Et lorsqu'on n'a pas de faits, on ne peut pas faire son travail. En tant que citoyen, on peut avoir des émotions, on peut avoir des sentiments. Il était presque évident, lorsque Samuel Eto'o a pris la FECAFOOT en décembre 2021, qu'il devait attaquer ce contrat avec le corps sportif. Pour une simple raison. Aujourd'hui, il y a au moins 3 choses qui sont sûres. La première, c'est que le corps sportif a donné en deçà de ce que Puma nous donnait. Et lorsque Samuel Eto'o prend la FECAFOOT, l'aura internationale que cela a
rehausse directement l'image des Lions. Et il estime que courir sur le temps de son mandat jusqu'en décembre 2023 avec un contrat avec le corps sportif, pour lui, n'est pas tenable. La deuxième chose dans ce contrat, c'est qu'il donnait la possibilité à la FECAFOOT, à tout moment, s'il trouvait quelqu'un qui donnait plus, de contacter le corps sportif qui était dans l'obligation de donner la même somme plus 1 franc. Quand on discute avec les gens de la FECAFOOT, il y a ce levier qui a été activé et le corps sportif n'aurait pas pu s'aligner sur ça. Je dis bien au conditionnel parce que ça, c'est ce que la FECAFOOT dit. Et maintenant, une autre chose qui est une évidence, c'est que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, étant en Allemagne, beaucoup de gens, de compatriotes, m'ont contacté pour dire tu es en relation avec la Fédération camerounaise de football, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir les maillots et des maillots originaux. La seule façon pour ceux-là, c'était de les commander en ligne. Quand vous allez sur le site du corps sportif, c'était encore la même chose il y a encore 2 mois. Vous trouvez quelques maillots des Lions, quelques produits délivrés des Lions, et vous avez la possibilité, ça vous donne la possibilité de commander 5 seulement. Je rappelle qu'en termes de produits dérivés, une équipe a au moins 40 au choix lorsqu'il s'agit des équipements sportifs. On vous propose simplement environ 5 à commander et il y a 3 qui sont en rupture. Donc vous ne pouvez commander que 2. Donc déjà en ce moment, quand on a un contrat avec un équipementier qui ne peut même pas mettre à la disposition du public le minimum, parce qu'on dit l'équipementier signe le contrat, pourquoi? Pour une plus-value, parce qu'après, c'est de l'argent. Et qu'il ne met même pas à la disposition du public le matériel, ça veut dire que le corps sportif, sans vraiment entrer dans le contrat, je parle simplement avec des éléments qui sont vérifiés et vérifiables. Donc, sans entrer dans le contrat, je crois que le corps sportif, on attendait que le moment où la guerre devait être déclenchée. Je n'ai pas les éléments du contrat de One All Sport pour dire si One All Sport, si son contrat est bien ou pas. Je n'ai pas ces éléments-là pour pouvoir apprécier. Mais le corps sportif en lui n'était là que de façon provisoire parce qu'il est arrivé aussi presque par effraction dans une circonstance où le Cameroun était en mauvaise posture. Mais quand Samuel Eto'o vient, la valeur boursière du Cameroun monte et les conséquences devraient suivre. D'accord. On va rapidement observer cette pause publicitaire. Et vous allez réagir juste derrière Timothée Makongo. Je vais oublier ce que je vais dire. No real love, come on rude boy, you better show me what you got. Bom 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 bom, kikoto arikidodo, akikoto arikidodo, akikoto arikidodo, bom 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 on my knees. My lady do me well, she say oh yes I do, oh yes I'm on my knees. My lady. Reactor Dark Power. No Limits. Un produit sous du pays. Bon, tour à plateau. Timothée Makongo. Je reviens un peu sur ce que Flaubert a dit tout à l'heure, parce qu'il a parlé de Flaubert, non? Flaubert, excuse-moi. Il a parlé de la valeur du Cameroun qui monte avec la présence, l'arrivée d'Eto'o. Mais il y a quelque chose qui me met mal à l'aise dans cette... Parce que j'ai suivi l'affaire depuis le début. En réalité, le Cameroun a essayé, avec l'arrivée d'Eto'o, le Cameroun a essayé de demander au corps sportif de revenir au moins au niveau de Puma, à quelque chose ou à 90% de ce que Puma faisait pour le Cameroun. Parce que Puma nous a lancé dans une espèce de sphère tellement élevée que vraiment nous n'avions rien à dire, à l'équipementier, il payait tout, faisait tout. Mais on a demandé à l'équipementier corps sportif de relever un peu le niveau. Et ce qu'il a dit tout à l'heure est vrai,
ils étaient d'accord au départ que si jamais nous trouvons quelqu'un d'autre qui peut proposer mieux qu'un corps sportif, hein, on le donne. Mais là où, et ça je rejoins un peu Yvan parce que je n'ai pas d'informations sincères là-dessus, parce qu'il y a eu certainement des tricheries de part et d'autre, c'est-à-dire que là où on ne sait pas exactement ce que la part du contrat que corps sportif n'a pas honoré, mais au moins, on sait une chose, ils n'ont pas pu atteindre le minimum de ce qu'on leur demandait. Et Eto'o, en réalité, n'était pas contre le corps sportif. Il voulait qu'ils relèvent un peu le niveau par rapport à Puma, qu'on se retrouve un peu au niveau de Puma. Et maintenant, quand ils disent qu'ils ont tenté maintenant des conciliations, en fait, les premières conciliations ont été faites par la Fédération camerounaise de football. Hein. Là où ils ont triché tous, je pense qu'ils ont tous triché. Vous ne pouvez pas être sur une table de signature de contrat. Hein? Après, vous dites que vous n'avez pas votre part de contrat. Chacun prend son truc et puis vous ne pouvez pas dire à haute voix devant une intelligentsia camerounaise que vous n'avez pas de contrat. Là, c'est la tricher. Par contre, quand les Français disent ici qu'ils parlent de trucs abusifs dans une lettre comme ça, là, en réalité, c'est encore ce côté paternaliste des Français qui veulent, parce qu'ils n'ont pas le droit, pendant qu'ils sont en procès, de dire que l'attitude camerounaise est abusive. Parce que ça, c'est vraiment se moquer des Camerounais. C'est pas aussi parce que le contrat n'est pas arrivé à échéance. Le coq sportif n'a jamais caché son ambition de rester avec l'équipe du Cameroun. C'est deux parties qui sont au tribunal, alors la justice va trancher. Et quand la justice est en train de trancher, vous n'avez pas à influencer, parce qu'il y a une influence absolument... Est-ce que ce n'est pas de bonne guerre? Oui, mais de bonne guerre, mais là, et quand ils disent que l'autre est abusif, ils accusent le Cameroun après, et ils disent... Parce que là, ils ont dit que le contrat, le truc est abusif. Le Cameroun ne leur a rien dit dans une lettre similaire. Hein. Ils ont dit qu'ils auront le contrat à un point de trait. Ils ont même dit, ils sont allés plus loin en disant qu'ils ont déjà fait un nouveau contrat, ce qui est absolument faux, j'en suis convaincu, parce qu'il n'y a rien... Comment ça c'est faux Je ne crois pas qu'avec One Sport, là, ils ont fait un contrat réel digne de ce nom, hein, de la dimension de Puma, ou même de la moitié de Puma. Hein. Ils auraient fait une entrée qui est... C'est toujours tonitruant, ces trucs-là. C'est-à-dire que ça ne se passe pas dans les coulisses. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être attendre tous les journalistes, à la veille de la Coupe du Monde pour voir justement un peu comment ça va se faire? Les journalistes, lui, Globin n'est pas au courant, Yvan n'est pas au courant. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce contrat qui existe avec One Sport. Mais par contre, ce que je voudrais dire, c'est que quand on regarde cette missive, cette lettre, l'état de cette lettre-là, c'est vraiment une forme de biaiserie, de presque tricherie. Hein. C'est presque tricherie parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas... Ils écrivent d'un côté que c'est abusif, le Cameroun tout entier, le Cameroun a tort, et d'un autre côté, ils soutiennent le Cameroun. Ils apportent des éclaircissements sur la situation actuelle avec l'Afrique. Par rapport à leurs partenaires et autres. Voilà. Quand ils parlent de transparence, ni le Cameroun, ni eux, personne n'a donné les termes du contrat où ils peuvent déclarer clairement qu'ils ont été transparents parce qu'ils parlent de transparence dans cette lettre et ils n'ont jamais été transparents. D'accord, merci. Valérie. Oui. Non, mais moi je pense qu'il faudrait un peu recentrer le débat. Pour moi, quand je pense aux deux équipementiers, qu'est-ce que le Cameroun gagne? Je crois savoir que le président de la fédération a dit que c'est le meilleur contrat de loin que le Cameroun n'ait eu. Ce qui voudrait dire avec One Sport. Voilà. Qu'est-ce que le Cameroun gagne? Parce qu'en réalité, on signe pour avoir de l'argent, pour que la fédération puisse financer le football camerounais. Alors, si tel est le cas, qui est que Puma, on sait donner un peu plus d'1 milliard de francs CFA. On peut supposer au dire du président de la fédération... Beaucoup plus, non, voilà, un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Alors, on peut supposer que One Sport donnerait éventuellement 1,5 milliard ou plus, voire plus. Alors, quand je crois savoir que le coq sportif nous donnait 500-600 millions de francs, il n'y a pas photo. Et comme a dit mon frère tout à l'heure, ils ne sont même pas capables de pouvoir livrer les équipements. Ça veut dire que c'est normal que la fédération veuille s'en débarrasser. Maintenant, je crois qu'il faut faire attention. On a affaire au président de la fédération qui s'appelle Samuel Eto'o et il faut toujours se dire une chose, quand on pense que ce n'est pas possible, lui, il peut le faire, il peut le rendre possible. Moi, particulièrement, je vous dis la vérité, je n'étais pas persuadé qu'il allait gagner la présidence de la fédération, et je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui pensaient qu'il allait gagner la présidence de la fédération. Il l'a fait. Il n'est pas un idiot. S'il dit que One Sport sera prêt, je pense qu'ils seront prêts. Maintenant, pour la problématique du fait des équipements, non, les équipements peuvent être prêts
un mois avant la Coupe du Monde. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont. Et c'est normal que ce ne soit pas prêt et que le Cameroun éventuellement soit la seule équipe qui n'a pas encore remis les maillots, tout simplement parce qu'on vient de changer d'équipementier, c'est logique. Maintenant, pour finir, enfin même pas pour finir, pour Yannick Noah, je suis complètement pas d'accord. Si moi j'étais président ou dans le conseil d'administration d'une firme étrangère, on est en train de parler des Lions de temps, on est en train de parler du Cameroun. On n'est pas en train de parler du chèque qu'une personne pourrait avoir. Il faudrait qu'on regarde Cameroun. Alors maintenant, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je comprends que Yannick Noah défende le coq sportif, mais tout dépend comment il le défend. Un match d'entraînement n'est pas un match de Coupe du Monde. Alors, donc, je ne suis pas sûr que si on enlève le coq sportif, il aura moins de rémunération. Je ne pense pas. Donc, il faudrait, sachant garder, qu'on pense tous Cameroun. Je pense qu'au vu des résultats que le président de la fédération, Samuel Eto'o, a déjà eu à faire aujourd'hui, moi, il a toute ma confiance. Et on verra. Moi, je ne suis pas en train de dire que le contrat a été signé. Mais si tel est le cas, le contrat sera signé officiellement. Éventuellement, quand les maillots seront prêts, il y aura toute la presse et tout ça. La batterie. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de contrat. Maintenant, je suis désolé. Je reviens encore à dire que j'espère que ça va se faire à l'amiable. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faille qu'il y ait une bataille. Yannick Noah, il est Camerounais, c'est un vaillant Camerounais. Ça, c'est pas un débat. C'est normal que dans les réseaux sociaux... Non, pas de bataille, Yannick Noah, Samuel Eto'o. Non, je ne pense pas qu'il y ait une bataille Yannick Noah, Samuel Eto'o. Je crois que Samuel Eto'o n'a rien dit depuis en ce sens. Donc ça, c'est normal un peu que les Camerounais qui supportent une ou l'autre personne puissent éventuellement faire des comparaisons et titiller. Mais le président de la fédération n'a jamais rien dit. Il faut le constater. Et c'est ça, enfermé dans le silence. Et c'est normal, il ne faut pas parler pour ne rien dire. Mais quand même, on voit qu'avant le match d'hier, le président de la FECAFOOT a rencontré la diaspora, la communauté camerounaise à Séoul. Et dans son discours, il a clairement dit celui qui ne respecte pas le Cameroun, celui qui ne respecte pas la Fédération camerounaise de football ne va pas travailler avec la FECAFOOT. Il a encore dit autre chose, un peu plus devant, que le moment venu, il va montrer les preuves. Donc, il va parler avec les preuves. C'est justement, et c'est normal, et très souvent, ce qu'on reprochait au président de la Fédération il y a des années, c'était de parler très vite. Quand on est à ce poste de responsabilité, il faut prendre du recul. Il faut parler quand il faut parler. Et il l'a dit justement. Il parlera le moment venu. Il expliquera pourquoi de ceci et cela. Et je pense effectivement que c'est ça qu'on attend d'un responsable de la Fédération camerounaise de football. Et moi, je lui tire un chapeau. Si demain, par extraordinaire, on se retrouve à jouer avec le coq sportif, ça peut arriver. Au vu des décisions judiciaires ou quoi que ce soit, je voudrais juste qu'il n'y ait pas un clash entre deux entités et qui puisse éventuellement troubler à partir la carrière. La justice, il y aura forcément et aussi, il faudrait que nos contrats, en général, au Cameroun en particulier, en Afrique en général, qu'on puisse imposer le fait que ce soit devant nos juridictions, parce qu'on a quand même un problème de se retrouver avec des Français jugés en France. C'est avant qu'ils le font, parce que le contrat a été fait en France, effectivement, et la juridiction nantaise a été désignée. Mais c'est nous qui, au départ, parce que c'est au moment où on fait les contrats que vous devez... C'est ce que je dis, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut penser, effectivement, à localiser les litiges dans un pays africain ou éventuellement dans notre pays, parce que c'est un contrat camerouno... D'accord. Un message et puis la réaction de Claubert, c'est Don King qui nous écrit. Il va lever la main aussi. Oui, tout à fait. Il dit bonsoir, très bonne émission à vous. Par rapport à la réaction d'Yvan Kamoua, il dit qu'il faut arrêter de défendre le corps sportif. Le coq a failli dans ses missions de fourniture des équipements aux équipes nationales de football. C'est inconcevable de voir... c'est inconcevable où en étais-je.
bon, je crois qu'on va peut-être... On a retenu de manière globale. Voilà, c'est inconcevable de voir un coach, Rigobert Song, qui est sur le banc avec le banc d'Air Prime, avec un haut de survêt, Puma et le pantalon court sportif. Le ministre des Sports avait d'ailleurs interpellé le président de la FECAFOOT de l'époque, Sidou Bounjoya, par courrier officiel pour y voir clair. Bon, merci Don King qui allait ressortir la photo. Claubert et puis Yvan. Oui, c'était 10 secondes par rapport à Yannick. Je crois qu'il a réagi face à Eric Christian Nia pour dire qu'en 2018, il était simplement là pour aider, mais plus important par rapport à Samuel Eto'o, il n'a pas voulu faire la polémique. Il a dit, Samuel Eto'o, c'est mon petit frère. S'il y a un problème, on en parle. Et je dis bravo. Yvan. Oui, déjà, je ne suis pas l'avocat. On revient sur, je suis pas l'avocat du corps sur les matchs. Hein. Je ne suis pas l'avocat ici du corps sportif. Je pense que j'ai planté un décor de façon totalement dépassionnée, en établissant justement les droits de chacune des parties. Mais il faudrait, quand on tire sur Yannick Noah, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord qu'on tire sur lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui veulent faire comme s'ils ont le monopole du patriotisme. Parce qu'aujourd'hui, Yannick Noah est en train de défendre les intérêts du corps sportif. Il faudrait peut-être qu'on rappelle le contexte dans lequel le corps sportif est arrivé. On était à la veille de la Coupe d'Afrique 2019. Puma devait s'en aller parce que, justement, Colbert le disait tout à l'heure, en termes d'image, le Cameroun avait périclité, on ne représentait plus grand-chose. Et les chiffres sur la base desquels Puma voulait reconduire avec le Cameroun, à l'époque, n'arrangeaient pas les dirigeants fédéraux. Et on se retrouve dans une situation où on devait aller à la Coupe du Monde féminine et à la CAN masculine en Égypte sans équipementier. Et à cette époque, justement, c'est Yannick Noah qui nous permet de contracter avec le corps sportif pour nous éviter une grande nation quand même de football comme le Cameroun en Afrique, d'aller à une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations en tant que tenant du titre, 2 ans encore avant, sans équipementier. Maintenant, je suis d'accord. Quand on dit par exemple que le corps sportif a failli à ses engagements, jusqu'à présent on ne dit pas ce que disaient les engagements du corps sportif. On est dans la navigation à vue. Chacun dit ce qu'il pense, mais ça ne s'adosse sur rien parce que personne n'a la copie du contrat. Dire que le corps sportif ne fournissait pas les équipements, vous n'êtes pas sûr que le contrat qui liait le corps sportif à la FECAFOOT disait qu'il devait fournir les équipements. C'est vrai. Il n'y a rien de sûr. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les compétitions auxquelles on a pris part ces derniers temps, on achetait les équipements pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations féminines, par exemple. Les équipements étaient achetés. Et donc, rien ne dit que dans le contrat obligeait le corps sportif à fournir des équipements. Maintenant, je suis d'accord. J'ai dit tout à l'heure que c'est de la liberté de la fédération d'estimer que si ses intérêts peuvent être réévalués ailleurs et sauvegardés ailleurs, décider d'explorer d'autres horizons. Tout à fait. Sauf qu'il ne faudrait pas que ce qu'on a reproché aux autres hier, qu'on semble légitimer aujourd'hui. Moi, j'étais à la cérémonie officielle de présentation du corps sportif à l'époque à Yaoundé. Et ce que Bobo Dia disait à l'époque exactement, c'était que ce que le corps sportif nous donne est largement supérieur à ce que Puma nous donnait. Mais en réalité, ça ne veut rien dire. Concrètement, en français, facile, ça ne veut rien dire. La seule façon de dire que ce que l'autre nous donne est inférieur à ce que celui-ci nous donne, c'est de montrer les chiffres. Vous voulez les chiffres, on l'a compris, Valérie, il faut les chiffres. Et donc aujourd'hui, Samuel Eto'o est dans la même logique. Je ne suis pas en train de lui faire un procès d'intention, mais je suis simplement en train de faire un travail de veille en disant, tiens, hier on nous a dit la même chose, après on a été déçus. On ne veut pas avoir la même déception. Tout à fait logique. Non, mais à la différence, c'est que nous savons tous que Puma nous donnait plus d'1 milliard. Et que le coq sportif, nous savons aujourd'hui qu'il nous donne 500 ou 600 millions. Personne ne le sait, moi je ne le sais pas, je n'ai pas vu. Pour Puma, c'était connu. Toi, tu connais Puma c'était connu. 1 milliard, c'est même maigre. Hein. C'est maigre. Plus d'un milliard, 1 milliard 300. 1 milliard, c'est maigre. Et le coq sportif... Rappelez-vous que, quand même, pour la préparer, rien que les préparations de Coupe du Monde, hein, nous recevions 4 milliards de francs. Hein? Ouais. Rien que la préparation pour aller nous présenter à la Coupe du Monde. Donc, quand tu me dis pour moi c'est 1 milliard, les gens ne connaissent pas les chiffres, c'est beaucoup plus gros que ça. C'est loin. Donc, aujourd'hui, s'il s'avère qu'on reçoive la moitié de ce que Puma nous versait, en fait, quand on dit, comme je disais tout à l'heure, qu'on reçoit plus, on parle du pécunier. On ne parle pas de ce qui fait autour. Alors, si l'ancien président l'a dit, parce que moi je n'ai pas suivi, mais s'il a dit, c'est que c'était faux. Mais à ce moment-là, on ne savait pas combien le coq sportif nous donnait. Mais aujourd'hui, on sait. Le président de la fédération ne nous a pas montré un contrat. Il nous a dit clairement que One Sport nous donne beaucoup plus que toutes les fédérations nous a donné avant.
Alors, si demain on se rend compte... C'est un discours. C'est justement ce que je suis en train de dire. Justement, on attend demain, mais on va attendre ce que nous tous voulons, c'est l'intérêt suprême de l'équipe nationale. Exactement. Mais sauf qu'on doit sortir des effets d'annonce et être sur du concret. D'accord, on attend donc. C'est des actes concrets. Voilà, du côté de la Fédération camerounaise de football. Avant de parler foot, des matchs amicaux, il y a ce message de Daniel Mongenyamsi, qui est membre du comité exécutif de la FECAFOOT, qui nous écrit: je m'intéresse, dit-il, à un problème juridique posé par ce contrat. L'élection de M. Bombon Dioya a été annulée et de ce fait, tous les actes juridiques posés avant sont supposés avoir été non posés. Il veut réagir directement. Daniel, vous pouvez nous rappeler, il n'y a pas de souci. Alors, il dit donc que les actes juridiques posés sont supposés avoir été non posés ou sont frappés de nullité. Donc, simplement de ce fait, le COC ne peut pas brandir un contrat signé par quelqu'un qui n'avait pas qualité. C'est un aspect pernicieux de ce problème qu'on ne voit pas trop. Et la continuité du service souhaité par la FIFA pour Seydou Mbombo Dioya ne concerne pas les actes posés avant et ne concerne pas les secteurs névralgiques de la fédération. Donc, ce contrat est supposé n'avoir jamais été signé par quelqu'un qui n'avait pas qualité. Ça, c'est quand nous enlève la CAN de 2017, parce que l'élection de Tombie aussi a été annulée. Oui, quand nous enlève la CAN, c'est tout à fait fait. Donc, d'ailleurs, mon gagnant, il faut davantage préciser votre pensée. Non, en fait, ils sont déjà au tribunal. Suite à une réalité de contrat. Il y a rupture de contrat. En fait, il y a rupture de contrat. La justice fasse son travail. Et le reste, là, vraiment, les chiffres. Si on veut nous convaincre qu'on nous fasse du concret, comme a dit Ivan tout à l'heure, il faut qu'on soit dans le concret. Alors, Timothée Bakongo, qu'est-ce que vous avez justement pensé des deux matchs amicaux disputés par le Cameroun? Défaite 0 but contre 2 face à l'Ouzbékistan. Et puis hier, on est tombé devant la Corée du Sud 0 but contre 1. Bon, sincèrement, je les ai regardés un peu sous l'œil. J'ai vu les deux matchs, et très bien. J'ai même revu. Parce que ce qui m'intéressait, c'est la progression technique de l'équipe, sur le plan psychologique, sur le plan solidarité, sur le plan de cohésion, sur le terrain, de solidarité. Mais en réalité, quand on regarde les deux matchs, le premier me semblait être le plus difficile. J'ai trouvé que le second match, ils ont... L'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan. Voilà. J'ai du mal à prononcer le nom. Et ça va être les plus difficiles. Mais voilà, on a son image, justement. Ce qui ressort globalement de ces équipes-là, moi, quand nous avons battu 1-0, 2-0, tout ça, bon, ce qui ressort globalement de ces équipes, c'est un manque de cohésion, de constance dans l'effort. C'est-à-dire que si nous avions ce côté solidaire, amitié, amical, d'équipe, esprit d'équipe qui sont... C'est-à-dire quand vous voyez toutes ces vieilles équipes à l'époque, quand elles évoluaient, c'était parce qu'elles avaient... Pendant longtemps, ils ont eu des joueurs qui évoluaient ensemble pendant que vous preniez le Canon, l'Union de Douala, le Tonnerre, et même à l'époque, l'Aigle, le Tchang, à une certaine époque, il y avait une cohésion d'ensemble. Il y avait Afia Football Club. Les pays qui ont mis longtemps, qui ont eu de très bons résultats, c'est les pays qui ont eu les mêmes joueurs dans l'équipe nationale pendant 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est mais qu'il y a un manque de cohésion. Ils viennent d'horizons différents. Oui. Avec des disciplines différentes, et avec des ambitions différentes. Parce que maintenant, il y a un problème d'ambition. Il n'y a plus... c'est-à-dire que le nationalisme a laissé un peu le pas, ce côté... je veux dire, l'individualisme a pris le pas sur le côté nationalisme. Ce qui fait que les gars viennent d'abord pour des ambitions personnelles. Et il y a donc, ça crée, au lieu de créer une émulation d'amour, de cohésion, d'harmonie, ça crée des concurrences. Et je crois que c'est à ça que nous sommes confrontés. L'entraîneur a en réalité un véritable problème, c'est refaire l'harmonie, l'entente de l'équipe. Parce que pour ce qui concerne, quand on regarde au détail les joueurs, ils sont de très bonne facture. Nous avons des joueurs de très bonne facture, nous avons même des perles. On a quelques perles là-dedans parmi les joueurs. C'est pour ça peut-être que ça arrive à oublier quelqu'un comme Boyer. On peut avoir des noms quand vous parlez de... Quels sont peut-être les joueurs qui vous ont impressionné au cours de ces deux matchs amicaux, par exemple? Je vais vous dire, en toute honnêteté, je ne regarde pas individuellement les joueurs, je regarde une équipe, l'évolution de l'équipe d'une manière collective. Je suis incapable de... J'ai été très très déçu par la façon dont le
Le deuxième but de Kouzistan là, est arrivé. Ouais. Comment c'est arrivé? La façon dont c'est arrivé. Ça veut dire qu'il y avait une mésentente totale entre les joueurs. Hein. L'autre a fait une faute. Je ne sais pas quel genre de contrôle il a voulu faire, Nicolas Koulou. Et quel genre de contrôle il a voulu faire. Il a fait un mauvais contrôle. Bon, mais ça peut arriver à n'importe quel joueur. Hein. Mais il n'était pas couvert. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je pense toujours qu'il y a un problème d'harmonie. Mais au deuxième match, c'était meilleur. Ils ont été meilleurs au deuxième. Pourtant, les Coréens avaient l'air plus efficaces, plus des entrepreneurs que les autres. Hein. Donc, sur le jeu d'ensemble, sur l'harmonie d'ensemble, je pense qu'il leur faut absolument développer de la cohésion, de l'harmonie et surtout un état d'esprit. Si on n'a pas cet état d'esprit-là pour être un groupe, alors ça ne vaut pas la peine. Et cet état d'esprit doit se faire aussi avec les dirigeants. Hein. Tout à l'heure, je voudrais aussi, je profite de l'occasion pour dire, j'ai vu dans les réseaux sociaux que les gens ont fait beaucoup de rhétorique sur la présence de son, sur ce truc, sur ses discours, sur les faux pas qu'il a fait dans les discours. Mais en réalité, il faut qu'il sache aussi qu'au niveau... tu le rappelais tout à l'heure, hein, Yvan le rappelait tout à l'heure, hein, il y a l'encadrement technique, c'est une équipe aussi. Oui. Hein. C'est pas son qui s'occupe des réalités tactiques. Hein. Comme l'a dit Yvan tout à l'heure, il y a un autre entraîneur qui s'occupe des réalités techniques, il y en a un pour les réalités physiques. C'est une équipe dans les coulisses. Hein. Son est le produit qui fait la publicité, il est un peu le miroir qu'on voit dehors, mais en réalité. Hein. Donc, il ne faut pas s'en prendre à son. C'est toute une volonté d'équipe. Hein. Et je pense qu'ils sont dans une volonté de réussir. Sur ces matchs. Sur ce match, ce stage finit avec un motif d'espoir. Il y a de bonnes choses, mais il y a aussi des critiques qu'on peut faire. Pour ce qui est des bonnes choses, il y a des révélations, il y a des satisfactions dans chaque compartiment. Quand on a vu le match débossé lors de l'Ouzbékistan, on sent bien que ça peut être une alternative sur le plan défensif. Quand on a vu les deux performances de Cham, on sent bien que ça peut être une solution au milieu de terrain. Et sur le flanc de l'attaque, la véritable révélation de ce tournoi n'est autre que Brian Mbeumo, qui a véritablement joué comme s'il était dans cette équipe depuis plus de 5 ans. Il s'est facilement intégré, même dans la vie du groupe. Et sur le stade, il était presque un leader technique. C'est des choses qui sont très satisfaisantes. Le match contre la Corée, même si nous l'avons perdu, on a vu une équipe, ou alors l'essai d'une équipe. Parce que quand vous voyez les 40 premières minutes de la Corée, il fallait avoir de l'énergie pour pouvoir résister. Parce que la Corée a véritablement fait un récital de football. À un moment, je me demandais si c'était de la PlayStation. Mais il fallait pouvoir se comporter en équipe, être compact pour pouvoir tenir. Et nous avons pu tenir pendant une grosse partie de cette première mi-temps. Et le but coréen ne vient pas d'une action d'école. C'est une erreur de placement de la défense qui aurait dû être là pour prêter main forte au gardien qui avait déjà réalisé un exploit. Une satisfaction, c'est aussi le gardien qui ne bénéficie pas d'un temps de jeu qui sied à son talent du côté de l'Inter. Vous savez que c'est encore le capitaine Andanovic qui joue en championnat, même si on sait que le cycle tire petitement à sa fin et que les dieux du foot ont prévu que bientôt Onana devrait prendre la place de titulaire. Donc, il y a eu des motifs de satisfaction sur lesquels on peut s'appesantir pour pouvoir bâtir une véritable équipe. Ce qui a souhaité, c'est que le staff technique essaye de voir les choses comme tous ceux qui comprennent le football et en tirent les bonnes leçons. J'ai espoir que ce soit le cas
Mais j'ai dit d'entrée de propos qu'il y avait quelques critiques qu'on pouvait faire. Quand vous êtes à moins de 2 mois d'une Coupe du Monde, vous ne devez pas vous comporter comme si vous préparez la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Parce que quand j'ai vu la liste des 36 et après la liste des 26, j'avais l'impression qu'on se projetait sur l'avenir. Quand vous avez 2 mois, vous allez avec les certitudes. Et aller jouer 2 matchs. Ce que j'ai regretté, c'est que le match contre l'Ouzbékistan me fait mal jusqu'aujourd'hui parce qu'on aurait profité de ce match pour faire les premiers rodages et pas faire cela contre la Corée du Sud. Pourquoi je le dis? On a longtemps constaté que durant les dernières rencontres, celui qui avait été notre défenseur le plus utilisé, Makenga de Nganji, commençait à montrer des signes de faiblesse. Vous ne pouvez pas, quand vous prenez une équipe dans cette condition-là, le laisser, sachant qu'il est votre patron de la défense, et ne pas l'amener pour construire la défense autour de lui. Je crois que ces 2 matchs auraient permis de mieux solidifier notre bloc défensif. Si vous allez même au marché des chèvres interroger les gens là-bas, ils vous diront que ce que Zambo Anguissa montre à Naples est loin de ce qu'il montre sur le maillot des Lions. Mais quand le sélectionneur met fin au débat en disant que pour moi, Zambo Anguissa est un de mes cadres, je n'ai plus besoin de le voir. Alors que sous sa responsabilité, Zambo n'a fait qu'au plus 2 matchs. Vous dites qu'il est votre cadre. Vous devez bâtir l'équipe autour de lui. Parce que Zambo, aujourd'hui, par valeur intrinsèque, est notre atout numéro 1 au milieu de terrain et autour de qui on devrait bâtir. Parce que quand vous êtes un joueur de foot et vous êtes dans la situation de Zambo, il y a 3 choses qui peuvent expliquer que votre performance en équipe nationale ne soit pas optimale. Soit vous êtes tellement au-dessus de vos coéquipiers, comme du temps de Messi. Quand je parle de Messi, du vrai Messi, pas la liquidation qu'on a faite au Paris Saint-Germain. Du vrai Messi, que vous êtes au sommet et que les autres n'arrivent pas à suivre. Ou alors, on ne vous utilise pas dans un bon système ou à une bonne position. Et la 3e chose, c'est que vous leviez le pied. Ça veut dire que vous ne donnez pas tout. Or, l'entraîneur doit vous avoir pour essayer de savoir quel est le véritable problème, surtout pour un joueur qui, à vos propres yeux, pour citer le sélectionneur, est un cadre. Donc, il devait avoir besoin de Zambo. Et la FIFA a donné d'ailleurs la possibilité, après le Covid, de convoquer 26 joueurs. Donc, il y avait vraiment de la possibilité de les amener, même pour la vie de groupe. Et la dernière chose, c'est celle de Choupo-Moting, qu'il dit être aussi un des cadres et une valeur sûre. Choupo sort de blessure. Avant le regroupement, il avait fait partie des 5 dernières listes du Bayern, avait joué en Coupe d'Allemagne, en commençant les autres matchs, il est entré après, mais il avait fait partie des listes du Bayern, donc n'était plus considéré comme un blessé. C'est lui qui vous dit être un de vos leaders d'attaque. Il est en manque de temps de jeu. Au lieu de l'amener, pour lui donner ce temps de jeu, pour que son entraîneur Nagelsmann le voit et dit voilà, il revient fort et lui donne encore davantage de temps de jeu quand il reviendra à Munich. Et vous aurez après, en novembre, un Choupo-Moting plus compétitif. Non, vous dites, je le connais déjà, je n'ai pas besoin de lui. Et vous ne lui donnez pas de temps de jeu. Donc vous récupérez après un Choupo-Moting qui est en manque de rythme parce qu'on libère les joueurs le 14 et on n'a plus de véritable préparation avant de commencer la Coupe du Monde. Donc, j'ai eu le regret vraiment pour cela, pour les raisons que j'ai évoquées. J'espère que
pour ce qu'on a vu, comme j'ai dit, ça finit avec un motif d'espoir parce qu'on a vu une équipe, des gens qui se battaient pour les autres, et ça répond petitement à la question d'un groupe humainement bon dont le président de la FECAFOOT a parlé. Je crois qu'avec ça, on a un début de quelque chose. Et si on bâtit sur ça, et si chacun donne du sien, on peut créer la surprise. Valérie Ngassa, sur le bilan du Cameroun, entre guillemets, sur l'ensemble de ces 2 matchs, à quelques mois du tournoi. Je pense que le bilan n'est pas négatif. Je ne vais pas dire qu'il est positif. Mais qu'est-ce que vous dites alors? Non, ce que je dis, c'est que j'observe une progression entre les 2 matchs. C'est le plus important. Je vous assure, en football, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas souvent. Je n'aurais pas souhaité que le Cameroun gagne ses 2 matchs amicaux. Parce que pour moi, si on avait gagné nos 2 matchs amicaux, on aurait fait un flop en Coupe du Monde. Et voilà, il faut que les joueurs... La Coupe du Monde n'a pas encore démarré, Valérie. On a encore des matchs amicaux. Non, oui, mais les 2 premiers matchs. Ce que je veux dire, c'est que quand on perd des matchs, on se concentre beaucoup plus pour pouvoir corriger les erreurs. On est plus concentré, on essaie de faire beaucoup plus donc ça, c'est mon point de vue. Entre le premier match contre l'Ouzbékistan et le deuxième contre la Corée du Sud, c'était 2 matchs qui n'étaient pas comparables. C'était une équipe totalement différente. 2 systèmes de jeu aussi. 2 systèmes de jeu, c'est pour ça que servent les matchs amicaux, effectivement. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Nous avons un bon coach, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ce coach-là qui nous fait aller en Coupe du Monde. Ça, c'est mon premier point. Et puis, le coach n'est pas supposé être un professeur de français. Ça, pour moi, personnellement. Non, mais c'est vrai. L'essentiel, c'est le résultat. L'essentiel, c'est le côté footballistique. Le reste, après, on s'en fout. Et puis, je félicite Rigobert Song. Mais non, entre parenthèses, il faudrait qu'on essaye de penser au-delà de la Coupe du Monde. Il faudrait qu'on puisse penser éventuellement que le coach puisse être là, un peu comme au Sénégal, pendant un certain nombre de temps pour bâtir une équipe solide. Parce que très souvent au Cameroun, nous avons des supporters, nous tous d'ailleurs, nous sommes très stricts en ce qui concerne le football. Et il faudrait qu'on pense après la Coupe du Monde. Pour ce qui est de la Coupe du Monde, ce n'est qu'un jeu. Il faut se libérer l'esprit. Il faut se dire que ça va durer 15 jours ou 1 mois. Et après, la vie continue. Donc, il ne faudra pas mettre trop de pression aux joueurs. Mais non, je pense que le président de la fédération, Samuel Eto'o, a dit qu'il va pour jouer 7 matchs. C'est lui qui sait comment on va jouer 7 matchs. Moi, je ne pourrais pas le dire. Moi, je suis un premier supporter des Lions Indomptables. Et je pense qu'on fera une meilleure prestation qu'on ne le pense. D'accord. Yvan Kamoua, vous aimez bien les cas pratiques. Hein? Alors, après ces 2 matchs, selon vous, on va un peu se livrer à un petit jeu qui pourrait, selon vous, avoir sa place déjà sur le Qatar. Je ne suis pas l'entraîneur. Donc c'est l'entraîneur dans son esprit qui sait sur les joueurs sur lesquels il pourra compter lors de la prochaine Coupe du Monde. Il y a encore 2 mois, il y a beaucoup de péripéties qui peuvent survenir, des blessures, etc. Donc, il y a encore une dose d'incertitude. Mais par contre, tu me permettras de revenir sur, de faire ma part d'analyse. On est pratiquement en fin d'émission et on a un dernier sujet à évoquer, vraiment rapidement. Moi, ces 2 matchs amicaux m'ont laissé beaucoup plus d'inquiétude que de certitude. D'abord sur l'encadrement technique, parce que entre les discours et les actes, il me semble avoir un certain déphasage. Rigobert Song, lors de sa conférence de presse, je vais convoquer 2 passages qu'il a évoqués lors de sa conférence de presse. Il a dit, nous n'avons plus le temps, nous avons besoin de certitude. Regardez le match face à l'Ouzbékistan. Quand vous avez besoin de certitude, vous ne partez pas en aventure. Parce que ce qu'il a fait dans le match face à l'Ouzbékistan, pour moi, c'est de l'aventure. Aller dans un 3-4-3, qui est un schéma de jeu extrêmement compliqué. Très important, oui. Alors que vous n'avez même pas les profils pour animer ça, alors que vous n'avez jamais joué dans ce profil-là, alors que vous dites vous-même ne pas avoir du temps et qu'il faut aller sur des certitudes, et vous allez dans quelque chose de totalement incertain, ça m'a paru totalement incompréhensible. La deuxième chose qu'il a dit, c'est qu'il a besoin de tester d'autres choses. C'est pour ça qu'il a, c'est par ces éléments qu'il a justifié l'absence des armes et autres. Il a besoin de voir autre chose. Est-ce qu'on en a été obligé de jouer les 2 matchs?
Le petit Simon Gapandonbou de Marseille, pourquoi il est venu à ce regroupement? Puisque même 10 minutes il n'a pas eu. Pourquoi est-ce que Oumar Gonzalez, qui est un de nos rares défenseurs centraux, qui est titulaire en Ligue 1 française, même si ce n'était pas la plus grande équipe, il joue tous les matchs, pourquoi est-ce qu'il n'a même pas eu 10 minutes pendant ce regroupement? On peut citer d'autres exemples. Et donc, je le dis pour montrer qu'il y a un déphasage entre ce que l'entraîneur dit et ce qu'ils font. Maintenant, je prendrai un dernier élément sur lequel je vais asseoir mon inquiétude par rapport au comportement de cet encadrement technique. Regardez sur la fin de la rencontre d'hier face à la Corée. Alors qu'on est en train de courir derrière le score, il fait rentrer Jean-Pierre Samer, il fait également rentrer Leandro Tawamba, qui sont deux attaquants purement axiaux. On a démarré le match en 4-3-3. C'est-à-dire que moi, de ma petitesse en termes de connaissance de football. C'est très important sur le plan technique. Moi, je pensais, et justement, quand je regardais le match, je me dis, tiens, il va tenter un coup tactique. On va passer à 4 au milieu de terrain et on va densifier dans le box avec 2 attaquants. Mais on est resté en 4-3-3. À un moment, je me suis dit, peut-être ce sont des joueurs qui ne comprennent pas la consigne technique. Mais quand j'ai vu Jean-Pierre Samer sur le côté, essayant de déborder, je me suis dit, mais mon Dieu, vers où on va? Et donc là, il m'a donné l'impression d'un entraîneur qui manque de suite dans les idées sur le plan tactique. Et bizarrement, ça a été le cas lors du match contre l'Algérie ici à Douala. Contre le Burundi, lors de la piètre performance qu'on a observée, ça a été le cas. Contre l'Ouzbékistan, ça a été le cas. Contre la Corée, ça a été le cas. Donc Rigobert Song, sur 5 matchs officiels, m'a inquiété sur ses choix tactiques à 4 reprises. On va dans un rendez-vous où le niveau tactique sera impressionnant. Absolument. Et où on n'aura pas droit à l'erreur. Et donc, moi, je suis en droit de dire qu'après ces 2 matchs, je suis beaucoup plus inquiet. D'accord. On va évoluer rapidement en parlant pour cette fin d'émission des préparatifs quand même du championnat de football MTN Elite One et Elite Tour. Il y a le Ballon d'Or. Qui s'annonce. Valérie Ngassa, comment ça se passe au niveau de l'Union sportive de Douala pour le moment? Les préparatifs. Comment vont les Nassara Kamakai concrètement? Les Nassara Kamakai sont de retour et je crois depuis je ne vais pas dire depuis l'année passée parce que je ne vais pas faire une comparaison avec la nouvelle équipe et l'ancienne équipe, mais force est de constater que les années antérieures, on a peiné. On était en train de se battre pour ne pas être relégué. Je précise encore une fois que l'Union sportive de Douala est la seule équipe n'ayant pas été reléguée dans le championnat camerounais depuis la création du championnat. C'est un record. Union de Douala. Là, on regarde par exemple les tests. Vous avez effectué des tests. Là, on était au stade de Camrail. Voilà. Et comment est-ce que l'Union de Douala fait comment pour faire des tests sur un stade pareil? Où auriez-vous voulu qu'on fasse des tests? C'est la question que... Sur un stade à la dimension de l'Union de Douala, par exemple. Oui, mais c'est-à-dire, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les équipes de Douala jouent sur ce genre de terrain, malheureusement. Et ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de projet pour les infrastructures de notre club, mais force est de constater qu'à part Coton, il n'y a personne, il n'y a aucun autre club qui a des infrastructures. Donc il y a une raison à cela. Ça prendra peut-être beaucoup plus de temps que ça pour expliquer. Mais pour le moment, on joue au Stade Sicam, pas tous les matchs. L'année passée, il y a des matchs qu'on a joués sur le gazon. Nous constatons qu'il n'y a que des équipes de Yaoundé parce qu'il y a beaucoup plus de stades disponibles gazonnés à Yaoundé qui s'entraînent sur des terrains gazonnés. Mais sinon, à Douala, malheureusement, il n'y a pas assez de stades. Et les stades qui sont disponibles, le stade Omnisport, n'oubliez pas que c'est des stades multisports. Il y a beaucoup d'autres compétitions qui s'y jouent. La première division s'y joue, la deuxième division s'y joue, souvent d'autres matchs. Donc, on ne peut pas s'entraîner sur cette... idem, il y a eu beaucoup de matchs de première division
qui se sont joués dans tous les annexes l'année passée, et ce qui a entraîné d'ailleurs un mauvais état de terrain, parce que ce qui était normal, parce que vous savez bien que le championnat a été très court, donc on jouait et très intense, 3 fois tous les week-ends, donc c'est normal, il n'y avait pas de disponibilité, mais c'est quelque chose qui va être réglé. Pour revenir à l'Union de Douala, je disais que nous sommes toujours la dernière équipe à avoir gagné une coupe, une Champions League, fut-elle depuis 40 ans, mais néanmoins nous sommes mais je l'ai gagné avec l'Union. Voilà, 81. Je peux. Oui, j'étais en finale à Lagos. Voilà. À Lagos. Voilà, vous voyez, c'est un plaisir. Station Store. Ok. À 81. Voilà. J'ai une médaille d'or, justement. Voilà, j'ai joué avec l'Union de Douala. Quand on est avec des icônes comme ça, voilà, vous voyez, c'est un plaisir. C'est un plaisir et ça rejoint effectivement ce que je disais. Après vous, donc je pourrais dire que vous êtes l'un des derniers joueurs en termes d'équipe à avoir gagné une Champions League. Oui, avec l'Union Sportive de Douala. Avec l'Union Sportive de Douala. Bepsolo, Kangacha, qui est là. C'était Donc, cette union-là, on est en train de se battre pour faire revenir ce club-là. Nous avons été 4e la saison passée, demi-finaliste contre le Coton Sport de Garoua. Je pense qu'on espère faire mieux cette saison, on espère gagner des titres à partir de cette saison. Et puis, malheureusement, comme on n'a pas été succédé en Champions League depuis 40 ans, on va se succéder à nous-mêmes éventuellement dans les ça, c'est une belle ambition. Non, mais c'est vrai, dans les années à venir. Donc, Union est de retour. Et je profiterai d'ailleurs, vu le temps, pour annoncer l'Assemblée générale d'Union sportive de Douala qui aura lieu dimanche 9 à 10h à Nebel, au cercle municipal, à la mairie de Douala 2e, au même endroit qu'on a fait la dernière fois, on a fait le congrès la dernière fois. Donc, dimanche 9 octobre, au cercle municipal, à la mairie de Nebel, Douala 2e, à 10h du matin. Je convie, vous êtes conviés d'ailleurs, tous ceux qui sont sur le plateau. On sera là. Cameroun, on sera là, absolument. On se retrouvera à partir d'Allemagne. Mais ce sera diffusé par Internet, donc on vous donnera le lien pour que vous puissiez le regarder. Non, je serai là, je confirme que je serai là. Voilà. Un mot, Yvan, rapidement sur le Ballon d'Or. Déjà, on va saluer l'initiative. C'est une initiative qui avait fait partie des animations et des particularités du football camerounais à une certaine époque. Malheureusement, ça avait disparu. Cet exécutif est venu avec la volonté de le ressusciter. C'est une bonne chose. Maintenant, essayons de voir si ça va perdurer sur le temps. Déjà, avec cette première édition, on va voir comment ça sera organisé. Moi, je suis fan de ce type d'initiative. Vous voyez très bien qu'on n'a aucun problème contre cet exécutif. Quand c'est bien, on peut savoir dire que c'est bien aussi. En tout cas, on va évidemment suivre ça, Ballon d'Or, le championnat, etc. C'est la fin de cette émission. Valérie Ngassapi, merci d'être venu ce soir. On espère vous recevoir de temps en temps également. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. J'ai eu le plaisir d'être avec Yvan, d'être avec le grand frère et particulièrement le champion d'Afrique avec l'Union sportive de Douala. Je finirai par dire de ne pas oublier l'Assemblée générale d'Union le 9 à 10h au cercle municipal à la mairie de Douala 2e. Et puis je félicite pour terminer tout l'encadrement technique, particulièrement le coach Oumarou Sokba, qui a fait un excellent travail la saison passée et il a toute notre confiance. Et je fais un coucou au président général Polycarpe Kémonier, qui a été vice-président d'Union quand même pendant 12 ans, avant d'être président, très patient. Et je le félicite. Le travail n'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas évident, mais on fait de belles choses. Et puis, je lui dis chapeau. Et nous serons là pour relayer. Merci Claubert d'être venu. Vous ne repassez pas ici quand même, avant de repartir. Chaque fois que je serai invité, je ne manquerai pas de passer. D'accord. Yvan, merci d'être venu ce soir. C'est un plaisir renouvelé de partager un plateau avec toutes ces éminences grises et ce sera toujours le même plaisir de revenir par ici. On va également remercier la grande équipe technique avec Landry Yossa aux commandes ce soir, Zipierre, Yvonne Amougou au maquillage. Merci à vous, amis sportifs. Nous souhaitons un prompt rétablissement au réalisateur Adonis Yamen. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.